Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Amir Hassan, je suis palestinien de Gaza. J'habite en France depuis 4 ans. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'association Causerons Palestine pour cette invitation pour venir parler de Gaza. Comme vous le savez, la bande de Gaza fait partie de la Palestine avec la Cisjordanie, mais elle est complètement isolée géographiquement de la Cisjordanie. Donc je vais me concentrer mon exposé surtout autour de Gaza, comme on me l'a demandé, pour parler de Gaza, parce que c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des informations de Gaza, parce qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas s'en sortir aussi, et c'est une bande complètement isolée et enfermée. Donc, et surtout que la situation en Cisjordanie est complètement différente par rapport à celle de la bande de Gaza. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez? C'est juste, mais j'ai mis au maximum. Peut-être avec l'autre, on va voir. J'essaye toujours de commencer avec une carte parce que je pense que je vais utiliser le drapeau palestinien parce qu'il ressemble à la bande de Gaza pour vous expliquer géographiquement la bande de Gaza, parce que c'est important d'avoir un peu la géographie qui vous montre comment Israël a réussi à enfermer la bande de Gaza. Merci beaucoup. Donc ici vous avez la Palestine, les territoires de 48, et on a la Cisjordanie et la bande de Gaza qui est là, qui est isolée. Donc entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, il y a maintenant l'État d'Israël. Gaza et la Cisjordanie. Il suffit de 30 minutes pour arriver en Cisjordanie. Mais depuis maintenant, ça fait 18 ans que la sortie de la bande de Gaza pour aller en Cisjordanie est complètement interdite. Ce qui fait que les familles maintenant qui habitent à Gaza, qui ont de la famille, des proches en Cisjordanie, depuis les années 2000, ils peuvent plus y aller. Donc ça fait 18 ans que personne n'arrive à aller en Cisjordanie, ni à Jérusalem-Est, qui est normalement la future capitale de la Palestine. La bande de Gaza, c'est une petite bande de terre, c'est 360 km². C'est tout petit, c'est même pas un département français. Si je prends l'Andorre en exemple, parce que c'est juste à côté, l'Andorre c'est 460 km². Gaza c'est 360 km². En Andorre, il y a 80 000 habitants. À Gaza, il y a 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Donc vous imaginez l'Andorre en plus petit avec 2 millions d'habitants. Imaginez ce que ça donne. Je vous donne un peu l'image. Ça donne des bâtiments, des grandes tours du nord jusqu'au sud. La bande de Gaza est complètement bétonnée. Les gens ne voient pas de jardin, ne voient pas d'arbres. Il y a partout des maisons, des buildings, des immeubles, partout. C'est 2 millions d'habitants. C'est la première densité dans le monde. C'est la première densité dans le monde. 2 millions d'habitants dans une ville, sans infrastructure, sans eau, sans électricité et sans pouvoir sortir de la bande de Gaza. Dans le nord de la bande de Gaza, donc la bande de Gaza ressemble vraiment à ce drapeau. Vous avez ici à l'est, sur la carte, c'est un peu le nord. Le nord, c'est des frontières avec Israël, c'est des frontières, il y a un mur qui ferme ces frontières, il y a un passage qui est réservé aux diplomates et aux agents de l'ONU. C'est très difficile de le passer. Donc les Palestiniens ne peuvent pas traverser ce passage avec Israël, sauf dans des cas spéciaux. Et les frontières est, c'est des frontières aussi avec Israël, où il y a des frontières militaires, où il y a des tours militaires qui surveillent les frontières. Il y a aussi une zone tampon de 300 mètres qui est interdite aux Palestiniens. Donc les Palestiniens n'arrivent même pas à construire jusqu'aux frontières. Si vous vous approchez de cette zone, on vous tire dessus automatiquement. Et les frontières sud sont avec l'Égypte. Donc les frontières sud, vous savez que l'Égypte a conclu en 87 des accords de paix avec Israël, et l'Égypte, pour ouvrir le passage de Rafah, qui est le seul passage pour les Gazaouis, la seule sortie de Gaza se fait par l'Égypte. L'Égypte est obligée, selon les accords, d'obtenir l'accord d'Israël pour ouvrir ce passage. Et à l'ouest, nous avons la Méditerranée,
qui est normalement un espace d'ouverture vers le monde. Mais la Méditerranée à Gaza, elle est fermée. Elle est fermée dans le sens où cette Méditerranée, à 8 km, il y a des navires militaires israéliens qu'on voit depuis qu'on est tout petit, qui ferment cette mer. À Gaza, il n'y a pas de port. Donc la mer n'a jamais servi pour naviguer ou voyager. La mer, elle est fermée. On ne peut pas aller à Gaza en bateau. L'armée israélienne contrôle toute la Méditerranée, en Palestine. Et en plus, ils limitent la zone de pêche pour les Palestiniens. Ils sont limités entre 3 et 4 kilomètres dans la mer. Donc c'est très limité. Donc c'est une bande avec 4 frontières militaires dans les frontières égyptiennes. C'est une zone militaire fermée. Le seul moyen de sortir de Gaza, c'est de traverser le passage de Rafah. Le passage de Rafah, il se trouve ici, entre Gaza et l'Égypte. Mais ce passage, je vous donne un chiffre. Depuis août 2013, il ouvre une fois tous les 3 ou 6 mois. Il ouvre 2 jours. Alors que pour qu'il y ait un mouvement de voyage normal, il faut qu'il y ait au moins 20 000 personnes qui traversent ce passage par jour. Ce qui fait que comme le passage ouvre une fois tous les 6 mois, pour 2 jours, donc il n'y a que 400, 800 personnes qui le traversent quand il est ouvert, les gens ils sont obligés de s'inscrire sur une liste d'attente. Ça veut dire, si vous voulez sortir de Gaza, vous vous inscrivez auprès du ministère de l'Intérieur et vous attendez. La liste d'attente, maintenant, elle existe depuis 2012. On est bientôt en 2018 et les gens attendent. Il y a des milliers de personnes qui attendent de partir de Gaza. Alors pourquoi ces gens-là veulent partir de Gaza? D'abord parce que Gaza, ce n'est pas Monaco. Je cite Monaco parce que c'est aussi on est en concurrence avec Monaco par rapport à la densité. Parfois, il y a Monaco qui passe, la première densité dans le monde, parfois il y a Gaza. Alors, les gens qui veulent sortir de Gaza, pour traverser les frontières égyptiennes, il y a 3 cas où on peut traverser ces frontières. D'abord, le premier cas, il faut avoir un passeport étranger. Pour avoir un passeport étranger, il faut d'abord être sorti de Gaza et avoir vécu dans un pays étranger pour avoir la nationalité de ce pays et pouvoir sortir et voyager avec un passeport étranger. Donc ce cas-là, il concerne quelques Gazaouis, parce que la majorité des gens qui ont un passeport étranger, c'est très rare, parce que les gens n'arrivent pas à sortir pour aller habiter ailleurs, avoir une autre nationalité. Donc ça concerne même pas 1% de la population. Deuxième cas, il faut avoir une carte de résidence, être résident dans un pays en Europe ou dans le monde arabe. Et pareil, pour avoir cette carte, il faut être sorti de Gaza. Donc tout ça, ça veut dire si on n'est jamais sorti de Gaza, ces 2 cas ne nous servent à rien. Troisième cas, il faut avoir une maladie grave, qu'il faut mieux pas avoir, qui est le cancer en général. Parce que à Gaza, c'est l'une des zones au monde où il y a le plus de cancers. Vous allez voir pourquoi. Et à Gaza, il n'y a qu'un seul hôpital central. Et cet hôpital central n'a pas d'unité ou de département pour le traitement contre le cancer. Ce qui fait que dès que quelqu'un a le cancer à Gaza, il essaie de traverser ses frontières pour aller se soigner en Égypte. Et souvent, comme la période d'attente est tellement longue, ces gens-là, on les appelle les morts, parce qu'ils vont mourir en Égypte. C'est très rare que quelqu'un arrive à se faire soigner et rentrer à Gaza. Parce qu'on peut attendre parfois 4 ans, 5 ans pour sortir. Il n'y a pas de traitement contre le cancer. L'hôpital est dans un mauvais état parce qu'on n'a pas de médicaments depuis 2007. Donc, géographiquement, la bande de Gaza est fermée. La création de la bande de Gaza avec ses frontières actuelles remonte à 67. La deuxième guerre, la première guerre avec Israël, 48, qui a permis la création de l'État d'Israël. C'est Israël qui a gagné la guerre. Et en 1948, donc, l'État d'Israël se fait établir sur tout le territoire palestinien, sauf Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. En 1967, Israël conquit toute la Palestine, avec le Sinaï, qui est 3 fois la Palestine. En 1973, l'Égypte gagne la guerre contre Israël et récupère le Sinaï. Mais la Cisjordanie et Gaza et Jérusalem-Est sont toujours sous contrôle militaire israélien. En 1993,
En 87, d'abord, il y a l'intifada. Ce mot, l'intifada en arabe, ça veut dire le soulèvement. Parce que les gens soulèvent une révolte populaire contre l'occupation israélienne. Et ça a commencé, l'événement déclencheur, c'était un jour, c'était à Gaza, en 87, une jeep militaire israélienne a tué 7 ouvriers palestiniens qui allaient travailler. Un soldat qui les a écrasés. Donc il y avait déjà une situation économique et politique et sociale très difficile. Et cet événement a déclenché l'intifada, qui est une révolte, un soulèvement populaire contre l'occupation. Après 87, en 93, on apprend qu'il y a les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo étaient des négociations secrètes entre les représentants de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et l'État d'Israël. Donc ces accords qui ont été négociés en Norvège à Oslo, normalement ce sont des accords de paix, parce que tout le monde ça a donné de l'espoir à des milliers de personnes, même à des millions de personnes dans le monde qui suivaient le cas palestinien et la paix au Proche-Orient. C'est le seul moment peut-être où les gens ils ont eu de l'espoir. Ils ont dit finalement, il y a des accords de paix, il y aura un État palestinien qui vivra à côté de l'État d'Israël en paix. Il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de morts, et on allait avoir un État. Et on voit concrètement, les premiers résultats de ces accords de paix en 94. 94, j'avais 4 ans, et je me souviens, on était sortis tous sur la route principale à Gaza. Il y a une seule route à Gaza, une seule autoroute qui part de l'Égypte vers Israël, qui part du passage égyptien jusqu'au passage israélien. Donc, toutes les familles étaient sorties au bord de cette route pour voir le retour de l'OLP à Gaza, l'Organisation de libération de la Palestine. Donc, il y avait à l'époque Yasser Arafat, qui était le dirigeant national. Et moi, je me souviens, il y avait un convoi, ils étaient arrivés à Gaza, et nous, on dit, on va avoir un État. Les accords d'Oslo disaient qu'il y aura un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Et les questions les plus sensibles, qui ont toujours été 3 questions, d'abord, c'est la question de Jérusalem. Jérusalem, c'est toujours le problème. Ça veut dire Israël veut tout Jérusalem, et les Palestiniens, un État sur Jérusalem, c'est pas un État. Sans Jérusalem-Est. Et vous le savez que il y a aussi le phénomène, la notion du sacré pour les Palestiniens par rapport aux musulmans et chrétiens palestiniens. Jérusalem, c'est très important. Et aussi par rapport aux juifs, c'est très important, Jérusalem. Donc c'est une question très sensible, Jérusalem. La deuxième question, c'est les frontières. Les frontières, parce que les Israéliens, ils veulent un État palestinien sans armes, ce que les Palestiniens acceptent. Le futur État palestinien sera un État non armé. Mais aussi, Israël a des colonies et Israël veut inclure ces colonies dans le futur État israélien. Sauf que si les colonies feront partie ils resteront dans l'État d'Israël, ça veut dire l'État de Palestine n'aura pas d'unité géographique. Ce qui est déjà le cas entre Gaza et la Cisjordanie. Il n'y a pas d'unité géographique. Donc ils veulent négocier les frontières. Les Palestiniens, ils disent on veut un État sur les frontières de 67. Et les frontières de 67, si je ne me trompe pas, c'est seulement 17% de la Palestine, parce qu'on a perdu 100%. Et on réclame 17% avec Jérusalem-Est. Un État sur 17% seulement, mais les Israéliens ne sont pas encore prêts. Je vais vous dire pourquoi. Et la troisième question la plus sensible toujours dans les négociations, parce que je vous rappelle, depuis 1993, il y a des négociations. Même avant, ils ont commencé les négociations avant de la paix. C'est pour ça que les Palestiniens n'y croient pas. Il y a une grande partie de la société israélienne qui n'y croit pas, parce qu'on dit que ça fait 25 ans de négociations. On voit que ça mène à rien. Troisième question la plus sensible, c'est la question des réfugiés. La question du réfugié, aucun Palestinien, dirigeant palestinien ne peut trancher sur ce sujet. Parce qu'il s'agit, aujourd'hui, dans le monde, il y a 5 millions de Palestiniens qui sont éloignés de la Palestine. En 1948, lorsque l'État d'Israël a déclaré l'indépendance, ils ont chassé 800 000 Palestiniens de tous les villages, de Jaffa, tout ça. Il n'y avait pas d'État d'israélien avant. Tous les gens, il y a eu quelques massacres, il y a eu des morts,
et il a eu une politique d'expulsion, ça veut dire ils ont poussé les gens à faire la peur, les gens sont partis en attendant que la guerre s'achève, sauf que depuis, il a eu un État israélien et tous les gens qui étaient partis ne pouvaient plus retourner en Palestine. Et aujourd'hui, n'importe quel Palestinien qui vit à l'étranger ne peut pas retourner en Palestine s'il n'était pas déjà resté en 48. Donc 700 000 personnes, 800 000 personnes étaient parties. Ces gens-là, aujourd'hui, représentent 7 millions de personnes dans le monde. 5 millions à l'extérieur de la Palestine. Ça fait la troisième génération et ils attendent le retour en Palestine. Il y a une grande communauté palestinienne en Amérique latine et il y en a partout dans les pays européens, dans les pays arabes. Et la communauté qui souffre le plus, ce sont les Palestiniens qui vivent dans les camps de réfugiés dans les pays arabes. Parce que ça fait 70 ans qu'ils vivent dans des camps de réfugiés. De père en fils, c'est la troisième génération. Ces camps de réfugiés existent au Liban, un État qui est déjà dans une situation économique et sociale, comment dire, très très difficile, avec 17 ans de guerre civile. Aujourd'hui, le Liban est dans un état catastrophique pour les Libanais. Imaginez pour les Palestiniens qui n'ont pas le droit au travail, qui n'ont pas de passeport, il y a une liste des métiers qu'ils ne peuvent pas exercer, ils ne peuvent pas construire sans un permis de l'État libanais. Ils sont sur un territoire, sur des camps de réfugiés, une concentrée de réfugiés palestiniens qui sont toujours pris en charge alimentairement, économiquement et pour l'éducation et pour la santé par l'Union européenne, les Nations Unies qui avaient créé en 1948 une agence spéciale pour les réfugiés palestiniens. Donc il y a des camps de réfugiés au Liban, il y a des camps de réfugiés en Syrie, et c'est quand on a vu ce qui s'est passé en Syrie, ils ont été assiégés parce que les deux parties du conflit syrien reprochaient aux Palestiniens de ne pas prendre parti. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester neutre. Le régime qui accuse les Palestiniens d'infidélité, le régime, il dit aux Palestiniens de Syrie, on vous a accueillis, on vous a hébergés, et vous voulez pas être avec nous contre la révolution syrienne. Et pareil, les opposants syriens, ils disent, mais vous n'êtes pas levés avec nous contre le régime. Sauf que les Palestiniens, ils sont dans une situation extrêmement fragile. Ils ne pouvaient pas prendre position à ce conflit. Et malheureusement, les deux parties du conflit, ils sont attaqués aux Palestiniens. Et le plus grand camp de réfugiés palestiniens à côté de Damas, la capitale syrienne, a été assiégé pendant je ne sais pas combien de jours, à peu près 2 mois. Et là, il a eu une famine, une vraie famine. Et en plus, l'opposition lance des roquettes sur le régime, et le régime de l'autre côté lance des roquettes sur l'opposition, et tout ça, ça tombe sur le camp de réfugiés, ça a été un massacre. Aujourd'hui, la majorité, il y a beaucoup de Palestiniens qui ont fui la Syrie. La guerre d'Irak, c'était une catastrophe aussi pour les Palestiniens, les camps de réfugiés palestiniens, parce que il y a des chiites qui se sont pris aux Palestiniens en leur disant vous, le régime de Saddam Hussein, ça vous arrangeait bien, parce que lui, il était sunnite, et vous étiez sunnite, et il vous a donné des maisons, il vous a hébergé. Donc, il y a des milices chiites qui ont attaqué les camps de réfugiés palestiniens, ce qui fait que tous les Palestiniens de Bagdad se sont réfugiés dans le désert, sur les frontières syriennes, et qui sont restés des années sous des tentes, dans la chaleur, dans la misère. Après, l'Europe a essayé de faire sortir quelques personnes en les hébergeant en France. J'en ai vu beaucoup en France, dans les pays scandinaves. Donc, toujours les Palestiniens ou les réfugiés, ils sont dans une situation difficile, et tout le reste qui sont dans les pays arabes, qui n'ont pas de nationalité, qui n'ont pas de passeport. Ils n'ont pas le droit à la citoyenneté, malgré 70 ans de résidence dans ces pays. Donc tous ces gens-là, il y a 5 millions de Palestiniens qui vivent à l'extérieur de la Palestine, qu'Israël ne laisse pas rentrer en Palestine. Parce que pour rentrer en Palestine, il faut avoir un numéro national palestinien, ce qui veut dire la carte d'identité. Mais la carte d'identité palestinienne, ce numéro, il est délivré par Israël. Et s'il y a des gens qui ont réussi à traverser les frontières égyptiennes illégalement et venir à Gaza, c'est des Palestiniens, jusqu'à maintenant, depuis 2006, parce que 2005, c'est arrivé en 2005, ces gens-là n'ont aucun droit parce qu'ils n'ont pas le numéro national qu'Israël donne. Donc ces gens-là n'ont pas de passeport, ils ne peuvent pas voyager, ils n'ont aucun droit.
C'est Israël qui décide qui est palestinien ou qui n'est pas palestinien. Donc 5 millions de réfugiés et aucun Palestinien ne peut dire « moi je renonce au droit au retour des réfugiés ». Parce que l'ONU a pris une résolution 194 qui oblige Israël à recevoir les Palestiniens, pour le dire bien, qui reconnaît le droit au retour aux Palestiniens. Ils sont 5 millions de réfugiés à l'extérieur et on a 3 millions de réfugiés à l'intérieur. Ça veut dire à l'intérieur en Cisjordanie et à Gaza. Et là, je reviens au cœur du problème. Le problème de la bande de Gaza. En Cisjordanie, il y a 3 millions d'habitants palestiniens. Et à Gaza, il y a 2 millions d'habitants, comme je l'ai dit. Le problème de la Cisjordanie, qui est très différent, c'est que c'est une zone militaire israélienne. L'Égypte militaire israélienne entre comme elles veulent en Cisjordanie, ils arrêtent les gens. En Cisjordanie, on est toujours, on est toujours face à l'arrestation. En Israël, l'arrestation est extrêmement grave. Pourquoi elle est grave? Parce qu'en Israël, on peut arrêter quelqu'un pendant 6 mois et on appelle ça une détention administrative. Ça veut dire si on ne soupçonne pas, on a envie de vous arrêter, on vous arrête 6 mois. Et si ces 6 mois sont renouvelables, et l'État d'Israël n'est pas obligé de donner un motif, ça veut dire vous êtes arrêté pendant 6 mois, vous faites 6 mois de la prison, et ces 6 mois sont renouvelables, vous pouvez rester 3 ans, 4 ans en détention administrative, et vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrêté. Parce qu'ils n'ont pas de raison à vous donner. Ils ne sont pas obligés voilà. On arrête les gens comme ça. Ce qui est arrivé à Salah Hamouri. Et beaucoup de Palestiniens, beaucoup de dirigeants palestiniens. Quand il y a eu les élections législatives en 2006 en Palestine, la majorité des députés palestiniens, ils ont été arrêtés de cette manière. Ils ont fait de la prison parce qu'ils ont été élus. Alors, le problème de la Cisjordanie, c'est l'arrestation arbitraire, c'est les colons. Les colons 600 000 colons en Cisjordanie. 600 000 colons, ça représente 6 grandes villes françaises au cœur de la Cisjordanie pour empêcher la création d'un État palestinien. Parce qu'Israël agit par rapport au fait accompli. Israël pense qu'ils vont dire au monde, mais regardez, nous avons 600 000 personnes, on ne peut pas les expulser. Mais qui les a plantés là-bas? Qui les a plantés là-bas? Israël fait exprès en construisant des villes dans les territoires palestiniens. Ils ont toute la côte, ils ont tout le désert. Mais ils veulent construire au cœur de la Cisjordanie pour empêcher la communauté internationale de réclamer un État palestinien. Parce que maintenant Israël dit, mais regardez, c'est inhumain d'expulser les gens. Mais qui appelle les gens? Et avant-hier, ils ont encore pris une décision de construire 10 000 logements à Jérusalem-Est. Mais quand on va à Jérusalem-Est, on dit mais qu'est-ce qu'il reste de cette ville? Où est-ce qu'ils vont habiter? Il n'y a plus rien à Jérusalem-Est. Ils construisent encore. Donc c'est la politique du fait accompli. Ils veulent, voilà, il n'y aura pas d'État palestinien parce qu'on a 600 000 personnes qu'on ne peut pas expulser. Et ces colons, malheureusement, ils vont en Israël pour des raisons religieuses, mais c'est des gens. Le problème des colons en Cisjordanie, c'est qu'ils sont armés et qu'ils sont agressifs et qu'ils sont haineux. Et tous les jours, on a des agressions de la part des colons. Et il est arrivé plusieurs fois que l'armée israélienne protège les Palestiniens contre les colons. On le voit de plus en plus sur Internet, dans les vidéos, dans les journaux. Ça veut dire l'armée intervient toujours quand les colons agressent les Palestiniens. Les colons, leur spécialité, c'est malheureusement de brûler les oliviers. Vous savez, en Palestine, il n'y a pas d'économie, il n'y a que les oliviers. C'est l'huile d'olive, vraiment. Ils ont brûlé des maisons, ils brûlent les champs des Palestiniens. Ils veulent que les Palestiniens partent. Parce qu'eux, ils croient que cette terre, on ne doit pas l'habiter quand on n'est pas juif. 600 000 colons. Et en Cisjordanie, il y a le mur aussi. Le mur, quand il a été construit, beaucoup d'Européens disaient, mais c'est génial, parce que ce mur, il sépare les Palestiniens des Israéliens. Et puisqu'ils se détestent, c'est bien de les séparer, comme ça il n'y aura pas de problème. Sauf que le mur, c'est pas seulement c'est un mur d'apartheid, et c'est un mur qui a été jugé illégal en 2002 par l'ONU. C'est un mur qui a été construit d'une manière bizarre. Franchement, les Israéliens, je vois pas comment on peut être architecte israélien. Et ils ont construit le mur d'une manière comment dire, qui n'est pas droite. Le mur, il tourne, il fait des boucles. Et pourquoi le mur fait des boucles? Parce que quand vous regardez le mur, pourquoi le mur n'est pas droit? Parce que le mur fait des boucles, en englobant des villes palestiniennes. Ce qui fait que s'il y avait 2 villes palestiniennes, l'une ici, l'une là, le mur est passé entre les deux à séparer les deux villes palestiniennes. La ville qui était ici va faire partie du territoire israélien,
tout en restant palestinienne. Et la ville qui était là, elle est toujours en Cisjordanie. Et si vous aviez de la famille dans l'autre ville, vous ne pouvez pas la voir. Parce que maintenant, pour traverser le mur, vous passez comme à l'aéroport avec un checkpoint, avec comme un récépissé du ministre de la Défense israélienne. Et c'est très difficile de l'obtenir. Si vous aviez votre école à 2 kilomètres, maintenant l'école est passée du côté israélien. Ils ont mangé de la terre en Palestine, ils ont pris la terre fertile, ils ont pris des villages, des villes, ils ont séparé des villes palestiniennes. C'est pour ça que c'est un mur d'apartheid. Et tout ça, c'était sous prétexte qu'il n'y aura pas d'attentats, c'est parce qu'en les années 2000, il y avait des attentats en Israël avec la seconde intifada. Donc aujourd'hui, le mur, c'est un vrai problème en Cisjordanie. C'est un vrai problème, c'est pas parce qu'il nous sépare des Israéliens, c'est parce qu'il sépare les Palestiniens des Palestiniens. Et il a mangé le territoire palestinien. D'ailleurs, le mur a pris Jérusalem-Est aussi. Hein. Moi, j'ai toujours, quand j'étais petit, il disait Jérusalem, capitale de la Palestine. Quand je suis allé la première fois en Cisjordanie, grâce à la France, parce qu'en tant que Palestinien, j'ai pas le droit d'y aller, Jérusalem est en Israël. Jérusalem n'est pas en Palestine. Je dis, mais j'avais jamais compris qu'Israël avait pris Jérusalem et construit un mur. Et les Palestiniens, ils voient Jérusalem parce qu'ils habitent sur les collines, mais ils ne peuvent pas y aller. Il y a un mur. Ils ne peuvent pas y aller. Ils doivent demander un récépissé du ministre de la Défense israélien pour aller à Jérusalem. Et ce récépissé, Israël ne le livre pas. Ça veut dire les Palestiniens, ils rêvent, ils attendent pendant 10 ans pour aller voir Jérusalem, alors qu'ils voient les Jérusalem de la colline, mais ils ne peuvent pas y aller. Leur ville, c'est les mêmes familles. Quand on va à Bethléem, le mur, il passe dans le centre-ville. Trouver un mur énorme comme ça, le mur a défiguré la Palestine. Et il est illégal, jugé par l'Union européenne, par l'ONU en 2002. Alors ça, c'est le problème de la Cisjordanie, avec les problèmes de la confiscation de la terre et tout. Concernant Gaza, pour me concentrer sur Gaza, les problèmes de Gaza sont différents. Parce qu'à Gaza, l'armée israélienne n'entre pas dans la bande de Gaza. L'armée, elle est tout autour. L'armée n'entre pas pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils ont un peu peur de la résistance. Ça veut dire s'ils vont entrer à Gaza, des jeeps israéliennes, les gens vont résister et donc ils ne vont pas laisser les jeeps militaires entrer à Gaza comme ça facilement. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'aller à Gaza. Je veux dire, ils contrôlent tout Gaza de l'extérieur, sans perte humaine, sans problème. Tout Gaza est contrôlé par l'armée israélienne. On dit toujours Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. C'est faux, c'est une prison à ciel fermé. Parce que ciel ouvert, ça veut dire que vous pouvez partir par le ciel. À Gaza, dès que vous regardez en haut, vous voyez les avions militaires. Vous imaginez, il y a des drones qui filment Gaza depuis l'année 2000. Je dis toujours, c'est le plus long métrage de l'histoire. On est filmé depuis 2000. Les drones, on les entend tout le temps avec ce son toute la journée. Ils filment la bande de Gaza. Partout, il y a des drones, des avions militaires F-16, les hélicoptères israéliens. Et tout ça, ils contrôlent la bande de Gaza. La France avait financé un projet d'aéroport à Gaza. L'aéroport a été construit en 1998. Il a fonctionné pendant 2 ans. En 2000, il a été bombardé. Quand l'autorité palestinienne est arrivée à Gaza en 1994, l'idée, avec les accords d'Oslo, c'était de construire un État palestinien. Ils ont commencé par les routes, les ministères, les grands chantiers, les universités. Et le délai, c'était 5 ans. Ça veut dire en 1998, on devait avoir un État palestinien. Ce qui se passe, c'est qu'en 1998, après, vous avez vu que le premier ministre israélien qui a signé les accords de paix, Isaac Rabin, a été assassiné. Il y a des élections, c'est la droite israélienne qui gagne les élections. Donc le processus de la paix est interrompu en Israël. Et 1998, il y avait le président Yasser Arafat qui dit au monde, mais nous avons préparé un État, Israël ne veut pas se retirer des territoires palestiniens pour qu'il y ait un État palestinien. Et donc il fait une tournée dans le monde entier pour expliquer la situation. 2 ans après, il y a la seconde intifada. Et là, il y avait le premier ministre israélien Sharon, Ariel Sharon. Et Sharon, c'est quelqu'un qui croit pas à la paix. Et lui, c'est un israélien. C'est lui qui était là pour Sabra et Shatila, le massacre au Liban. En quelle année? C'était 82,
82, Jean Genet a écrit un super livre parce qu'il était le premier avec Laïla Shahid à pénétrer dans ces camps Sabra et Shatila. Il était là. Et Sharon, il a une stratégie, c'est d'assassiner tous les chefs de la résistance. Et il a monté lui-même, parce que en tant que militaire, parfois dans les avions, dans les hélicoptères militaires israéliens, qu'on appelle les Apaches, je ne sais pas si je prononce bien, les Apaches en arabe, et il a assassiné le chef du Hamas, et lui-même, il était dans l'avion. Donc, et lui, il a comme objectif, j'écrase la résistance. En 2002, il commet un massacre à Jénine, un vrai massacre à Jénine, et il assiège Yasser Arafat, qui avait un voyage à Ramallah, parce que la présidence de la Palestine était basée à Gaza, le gouvernement est à Gaza, le parlement est à Gaza. Donc Yasser Arafat, il sort de Gaza, il va en Cisjordanie. Pendant 3 ans, il est assiégé. Il est assiégé dans son bâtiment. Tout autour du bâtiment de la présidentielle, il y avait des chars israéliens, des bulldozers israéliens. Il est resté 3 ans sans sortir du bâtiment. Ils ont bombardé le bâtiment, il s'est réfugié dans la cuisine, on pensait qu'il allait mourir, et lui-même, il ne croyait pas qu'il allait survivre. La communauté internationale qui agit, mais Sharon, voilà, Yasser Arafat ne veut pas la paix, il disait. Donc il a assiégé Yasser Arafat, destruction des villages en Cisjordanie, construction du mur à cette époque-là, et enfermement de la bande de Gaza. Et là, les vrais problèmes de la bande de Gaza arrivent. Parce que nous, avant 2000, avant la seconde intifada éclate quand Sharon, pour provoquer les Palestiniens, il dit à la télé israélienne « Demain, je me rendrai dans la mosquée Al-Aqsa », qui est la 12e mosquée, ou la troisième mosquée la plus sacrée pour les musulmans. Donc lui, demain, c'est un territoire israélien, c'est à Jérusalem-Est. Demain, je me rends à la mosquée Al-Aqsa. Et il arrive à la mosquée de Al-Aqsa avec toute sa sécurité, sauf que les citoyens de Jérusalem, les musulmans de Jérusalem, les Palestiniens de Jérusalem, essayent de l'empêcher. Donc il y a des affrontements, la sécurité tire sur les gens, ce qui met les gens en colère. C'est toujours Jérusalem qui se révolte. Après, c'est dans les camps de réfugiés palestiniens et il y a une intifada. Et avec cette intifada, il y a les avions militaires qu'Israël n'utilisait pas auparavant qui commencent à bombarder toute personne impliquée dans la résistance. Et là, en 2000, moi j'avais 10 ans. Au mois de septembre, fin de septembre, on était à la maison, on entend des explosions. C'était l'arrivée de l'hiver, donc on pensait que c'était les éclairs. Et après, ma mère me dit, c'est pas des éclairs. Parce que nous, on ne connaissait pas les bombardements en 2000. Ça n'existait pas. Et on comprend que ce sont des avions militaires qui bombardent. Alors, on habite dans une grande tour. Toute la tour descend dans la cave de cette tour. Et toute la ville il y avait un silence énorme. Il n'y avait plus d'électricité. Les gens, c'est la première fois qu'on bombarde une grande ville. Donc, tout le monde avait peur. Et ce soir-là, le lendemain, on a appris que ce qui a été bombardé, c'est la maison de Yasser Arafat qui était à Gaza. Mais Yasser Arafat était marié avec une franco-palestinienne. Et à ce moment-là, cette femme française, elle va en France avec sa fille. Yasser Arafat était à Ramallah, il ne peut plus rentrer à Gaza. Israël assiège Gaza. L'armée va pénétrer dans certaines zones à Gaza. Et à chaque fois que l'armée entre, parce qu'ils ont tellement peur que les gens leur tirent dessus. Donc le seul moyen de se protéger, c'est de lancer des missiles d'une manière arbitraire. C'est ça ce qui est dangereux quand l'armée entre. C'est qu'on ne cible pas les chars pour se protéger. Ils sont obligés de tirer d'une manière arbitraire. Et c'est ce geste-là qui fait le plus de dégâts et de morts dans la bande de Gaza. Il y a une militante américaine qui se fait écraser par le char israélien Rachel Corrie. Rachel Corrie, ça devient une question internationale parce que elle était écrasée devant les caméras. Là, il y a des délégations. C'est à ce moment-là que Stéphane Hessel se rend à Gaza. Il découvre que c'était l'État d'Israël pour lequel il a applaudi en 1948 parce que comme rescapé de la Shoah, des camps de concentration. À l'époque, tout le monde pensait que l'État d'Israël était bien. Ça veut dire c'est bien, finalement il y a un État, les Juifs vont être chez eux, protégés, tout ça. Mais personne n'imaginait ce que ça allait devenir cet État-là. Et en Europe, beaucoup de gens ne savaient pas qu'il y avait déjà un État. C'est parce qu'on a dit terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ça veut dire on n'a pas dit la vérité. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télé. Les gens étaient informés par les voies officielles. Beaucoup de gens ne savaient pas.
Beaucoup de gens, ils ont été contents. Voilà. La question palestinienne était tellement floue pour les gens. Et c'est après qu'on découvre qu'il y a 700 000 réfugiés partout dans le monde arabe, chassés de la Palestine, qu'il a eu des massacres à côté de Jérusalem, qu'Israël empêche ces gens-là de rentrer. Et après, on découvre avec les guerres, 4 guerres en Palestine, qu'on est face à un État qui exclut l'autre, qui ne partage pas les valeurs du vivre ensemble ou les valeurs de la paix. L'État d'Israël est très fier de son armée. Ils n'arrêtent pas de dire nous sommes l'armée la plus forte au Moyen-Orient. C'est un État très, très militarisé. Donc à ce moment-là, on est sous les bombes à Gaza. Nous, on pense qu'ils ont bombardé la maison du président et que c'est fini. Sauf que ça a commencé en septembre 2000. Aujourd'hui, on est en octobre 2017 et jusqu'à maintenant, il y a des bombardements. Il n'y a pas un soir à Gaza sans qu'une bombe tombe. Et même quand ils ne veulent pas bombarder, ils lancent des bombes sur les frontières. Juste pour dire aux gens, on est là. Avec ces bombardements quotidiens, les gens n'avaient plus peur des bombardements. Ça veut dire la vie s'est arrêtée en septembre 2000, quand on a eu peur. Le lendemain, on est retourné à l'école, ils ont bombardé à côté de l'école, les gens ils sont partis de l'école, ils avaient peur. Après, la vie a repris. Mais il y avait toujours les bombes. On s'est habitué à ces bombardements. Parce que, et aujourd'hui, je dis toujours, c'est très bizarre d'entendre un Palestinien dire « j'ai peur des bombardements ». Jamais vous allez voir un Palestinien qui va vous dire « mais j'ai peur des bombes ». C'est devenu quelque chose, quand on cohabite avec la mort, on n'a plus peur de la mort. Les gens « ah tiens, la bombe ». Ah tiens, elle est passée. On dit toujours, si on entend la bombe, c'est qu'on a de la chance. Ça veut dire elle est passée par-dessus de nos têtes. On vit cette expérience. Et moi, personnellement, pour vous dire la vérité, j'ai jamais pensé que je pouvais être bombardé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il fallait penser ça pour pouvoir survivre. Moi, je suis né dans un camp de réfugiés. J'ai vécu 6 ans dans un camp de réfugiés. Un camp de réfugiés par rapport au reste de la bande de Gaza, c'est qu'un camp de réfugiés a été construit dans l'urgence. Ça n'était même pas construit. C'était des tentes qui sont devenues des caravanes. Des caravanes sont devenues des maisons. Les maisons sont devenues des immeubles. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il y a jusqu'à maintenant, depuis 1948, à Gaza, dans les camps de réfugiés, il n'y a même pas de réseau pour évacuer les égouts. Il n'y a pas de réseau pour l'eau. Il n'y a pas de réseau pour l'électricité. Les camps de réfugiés, jusqu'à maintenant, sont gérés par l'ONU à Gaza. Moi, pendant toute ma scolarité, j'ai porté l'uniforme bleu qui était donné aux réfugiés parce que ma famille n'est pas de Gaza. Ma famille a été chassée parmi les 700 000 familles qui ont été chassées de la Palestine historique. Ma grand-mère venait de Jaffa, qui est aujourd'hui la grande ville israélienne Tel Aviv. Et ils sont allés vers Gaza parce que c'était la ville la plus proche et on leur a dit, voilà, vous partez, dès que la guerre c'est fini, vous rentrez. Ça fait 70 ans qu'elle attend, elle attend toujours dans un camp de réfugiés. Ça fait 70 ans qu'elle est prise en charge par l'ONU. L'ONU lui donne tous les 3 mois un colis alimentaire. Ça fait 70 ans qu'on leur dit, ouais, mais vous inquiétez pas, votre droit ne va pas tomber. 70 ans. Eux, ils y croient. Mais nous, on avait un peu du mal. Parce qu'on a vu ce que c'était nos grands-parents. Elle avait une fille qui habitait en Cisjordanie depuis 2000. Elle ne l'a pas vue. Ça fait 18 ans. Ma grand-mère, elle a aujourd'hui 80 ans, ce qui est un âge rare en Palestine. Vous savez que l'espérance de vie au Proche-Orient est très, très, très basse. Là-bas, quand on a 45 ans, on ne peut plus monter l'escalier. Les gens à 60 ans, ils sont très, très vieux. Elle a 80 ans, et elle rêve de voir sa fille. C'est à 30 km. La ville d'Hébron, c'est la ville la plus proche de Gaza. Il ne peut pas y aller, parce qu'il faut qu'Israël lui donne comme un visa pour aller de la Palestine en Palestine, pour traverser juste le territoire israélien. Il ne peut pas y aller. Ces gens-là, ils sont venus à Gaza, sans droit, sans maison, sans bien, des camps de réfugiés. On leur donne de l'eau, on leur donne des médicaments, on leur donne à manger. Jusqu'à maintenant. C'était le cas de mon père, c'était mon cas, parce que je suis réfugié. On n'est pas des vrais Gazaouis. On a une carte, on a un numéro de l'ONU qui reconnaît que nous sommes réfugiés. Donc je suis allé à l'école des réfugiés. À l'époque, les réfugiés étaient minoritaires dans la bande de Gaza. Vous savez, aujourd'hui, il y a 2 millions d'habitants, 75% des habitants sont des réfugiés. Il n'y a que 25% des vrais Gazaouis. 75% de la population est réfugiée, sans droit, qui va à l'école des Nations Unies. J'ai toujours porté vous savez, le slogan de l'ONU. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était l'ONU. On pensait que c'était une marque. Parce qu'ils mettaient ça sur les sardines. Ma grand-mère, quand elle allait acheter du lait, vous savez, le lait liquide, on ne l'a pas. Les gens pauvres ne peuvent pas boire le lait. On n'a pas de vache. À Gaza, il n'y a même pas de terrain. Donc on importe lait en poudre. Et l'ONU donnait tous les 3 mois un paquet
par famille. Un paquet, 1 kilo, 2 kilos de lait en poudre par famille. Et il y avait toujours le drapeau de l'Union européenne. L'Union européenne qui donnait ce lait. Et ma grand-mère, parfois, il finissait son paquet, il voulait acheter un deuxième paquet. Donc quand elle allait chez l'épicier, elle disait « Je veux la barque avec les étoiles jaunes ». Et nous, on pensait que c'était une marque, on ne savait pas que c'était l'Europe, parce qu'on est né avec cette marque du lait qui circule toujours à Gaza. Et le farine, c'était la cercle rouge. Quand j'ai grandi, j'ai découvert que c'était le Japon. C'est le drapeau du Japon, parce que c'est le Japon qui donnait le farine, c'est l'Union européenne qui donnait le lait, les sardines. Donc il y avait toujours un drapeau sur chaque... Et nous, on pensait que c'était les marques. Mais ce qui fait que 75% de la population mange la même chose. Ça veut dire que vous avez les mêmes boîtes de sardines, vous avez le même lait, le même... C'est pour ça que je dis toujours que peut-être j'ai eu de la chance, parce que je suis né dans une famille réfugiée, dans un camp de réfugiés pauvre, très pauvre. Ma mère a été choquée le jour où elle a vu que des gens épluchaient les aubergines et qu'ils jetaient la peau, parce que nous on l'a mangé, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'éplucher les aubergines. Je suis allé à l'école de l'ONU et je dis que j'ai eu de la chance parce que je suis né dans un camp de réfugiés parmi des gens pauvres. On était tellement pauvres, mais on était tous semblables. On est on portait la même chose, on mangeait la même chose, que je me suis jamais rendu compte que j'étais pauvre. C'est bien de ne pas se rendre compte qu'on est pauvre, de ne pas se sentir discriminé, parce qu'on était tous pareils. Et tous les ans, en septembre, l'ONU qui nous donne un pantalon, un t-shirt pour aller à l'école. On avait l'uniforme, on était contents pour aller à l'école parce qu'on avait le pantalon neuf. Parce que les gens pauvres n'achètent pas de vêtements. Il y a beaucoup de choses que les gens pauvres ne font pas. Mais nous, on était tous pauvres. On était bien entre nous. Sauf que malheureusement, on avait un peu peur parce qu'on nous disait les réfugiés ne vont pas travailler, ils ne vont pas être embauchés, les réfugiés ne peuvent pas voyager, les réfugiés, tout ça. Donc on avait un peu, voilà, que nous les réfugiés, on est pauvres. Et les gens nous disaient, mais vous allez rentrer chez vous, en Palestine, après 70 ans. En 2000, avec l'intifada, c'était la première fois de ma vie où je vois des morts. Et ce qui m'avait marqué, moi j'habite à côté de l'hôpital central. Il y a une route qui mène à l'hôpital. Ce qui fait que tous les morts, tous les blessés passent sous ma fenêtre. Et je regarde, il y a toujours, vous savez, les musulmans ne mettent pas les cadavres dans des cercueils. Ils les mettent sur des planches comme ça, avec de la tessue. Et je vois un enfant. Et ça, j'ai eu peur, parce que c'est la première fois que je vois un enfant mort avec des gens. Et après, ça a continué. Et après, les gens ne regardaient même pas parce qu'on avait l'habitude, il y a des morts tous les jours, En 2004, le président Arafat, il meurt. D'ailleurs, il meurt en France. En 2005, il y a des élections. Toujours, il y avait la violence, il y avait l'intifada. Il y a un nouveau président qui est plus ouvert sur la négociation, la paix. C'est un grand diplomate qui ne croit pas du tout à la lutte armée, qui pense que voilà, il faut parler, tout ça. On peut être partagé sur son avis. Ça veut dire, c'est vrai que quand vous lancez une balle sur Israël va tuer 300 Palestiniens. Il y a parfois, quand on est au pouvoir, on est coincé. Ça veut dire s'il y a un Israélien mort, ce que je ne souhaite pas, il y a 300 Palestiniens qui seront tués le lendemain. Toujours la vengeance par les avions militaires F-16. Et parfois les gens nous disent, mais pourquoi vous ne résistez pas? Qu'est-ce qu'on peut faire aux avions F-16 qui nous bombardent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les Syriens, ils ont fait quelque chose. Ils sont partis. Mais nous, on ne peut pas partir. Nous, on ne peut pas partir. On ne peut pas s'enfuir. On est bombardé. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas. C'est pas qu'on n'aime pas la vie. Comme dit Darwish, nous aussi, le poète Mahmoud Darwish dit, nous aussi, nous aimons la vie quand on en a les moyens. Mais on ne nous donne pas les moyens d'aimer la vie aussi. On n'a pas les moyens de vivre. On est bombardé. De toute façon, vous avez toujours les avions. Même quand ils bombardent là, ils sont là. Donc on vit avec cette mort qui plane au-dessus de nos têtes. Alors, il y a un nouveau président et la communauté internationale dit au président, il faut que vous fassiez les élections législatives. Il faut renouveler le Parlement. Et lui, il essaye de... Ok. Donc, il s'engage à faire les élections législatives. Il y a 2 grands partis en Palestine, les plus grands, le Fatah et le Hamas. Le Fatah, c'est l'Organisation de libération de la Palestine, c'est le parti d'Yasser Arafat et tous les Palestiniens qui ont lutté à l'étranger, qui sont rentrés avec les accords d'Oslo. Et le Hamas, qui est né en 87 avec la seconde intifada, qui est un parti islamique. Ça veut dire qu'il fait de la résistance nationale, mais il revendique aussi une identité islamique. Donc, nous sommes musulmans et palestiniens, c'est ce qu'il dit.
Alors, les élections se passent, le Hamas gagne les élections. Le Hamas, en arabe, ça veut dire l'enthousiasme. Il gagne les élections. Le lendemain, Israël dit, on ne reconnaît pas ces élections, les Palestiniens, ils ont voté pour un parti terroriste, alors on va agir. Et vous savez ce qu'ils font? Ils bombardent la centrale d'électricité qui est à Gaza, qui produit 80% d'électricité pour 2 millions d'habitants. Donc Gaza plonge dans le noir pendant 6 mois. Les usines ferment, les égouts montent dans les rues parce qu'il n'y a plus d'usines de traitement, des enfants meurent à l'hôpital, des hôpitaux sans lumière, sans... Imaginez une vie sans électricité. C'est un peu difficile pour nous en France d'imaginer. Mais pas d'eau, parce que l'eau ne monte pas toute seule dans les appartements s'il n'y a pas d'électricité. On n'avait ni l'eau, ni l'électricité, dans l'eau noire, plus de transport, plus d'usines, la ville était paralysée. Paralysée. Et avec ça, une série de bombardements. Ils ont intensifié les bombardements pour faire pression sur le Hamas. Ce qui était dommage pour Israël, oui, parce que c'est un parti qui revendique la résistance. Israël considère le Hamas comme ennemi. Mais l'Europe n'a rien à voir avec... je veux dire, le Hamas n'a jamais fait du mal à l'Europe. Qu'il soit islamique ou pas, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous gêne pas. C'était tellement loin. L'Europe boycotte le gouvernement. Le Fatah, même, qui pouvait avoir des ministres, il dit « je ne participe pas au gouvernement ». Un piège tendu au Hamas, parce qu'ils savent que si le Hamas arrive au pouvoir, ne pourra pas gouverner, l'Europe va le boycotter, les États-Unis. Donc les États-Unis boycottent et l'Europe boycotte, et la communauté internationale dit, donc voilà, nous, on ne va rien dire sur le blocus, parce qu'Israël décrète un blocus contre Gaza. Ce qui est très marrant. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, mais Gaza a élu le Hamas. C'est faux. C'est la Cisjordanie qui a élu le Hamas. C'est la Cisjordanie qui est 3 millions d'habitants. À Gaza, il n'y a que 2 millions d'habitants. Électoralement, c'est impossible. C'est impossible. La majorité des députés du Hamas étaient en Cisjordanie, pas à Gaza. D'ailleurs, ils se sont tous retrouvés en prison en Israël. Mais le siège du gouvernement était à Gaza. Mais c'est vrai. Mais aussi le siège, quand il y avait le Fatah, était à Gaza. La maison de Abbas, de Yasser Arafat, la présidence est à Gaza. Donc, mais Gaza, c'est très facile à siéger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de colons. Vous ne pouvez pas couper l'électricité en Cisjordanie où il y a 600 000 colons qui ont un poids électoral énorme en Israël. Énorme, surtout pour la droite israélienne. Parce que tous ces gens-là, ils votent à l'extrême droite aujourd'hui. Aujourd'hui, Netanyahou, pour le ministre de la Défense israélien, Lieberman, il considère que Netanyahou ne fait pas assez avec sa politique. On est dans l'extrême aujourd'hui. Ils assiègent Gaza parce que d'abord, Gaza, si on assiège Gaza, il n'y a pas d'État palestinien. Ils séparent Gaza de la Cisjordanie. Eux, ils savent ce qu'ils font. Ça veut dire que ce n'était pas comme ça, on assiège Gaza, parce que tout était préparé. Le lendemain, plus de pain dans les boulangeries. Pourquoi? Le problème de Gaza, c'est qu'on est condamné à avoir 3 frontières avec Israël et des frontières avec l'Égypte. Et nos frontières avec l'Égypte, c'est des frontières avec un désert. C'est ça le problème. La ville avec qui on peut communiquer est à 700 km. C'est la ville du Caire, l'aéroport le plus proche de Gaza. Donc géographiquement, on est tellement isolé. C'est très difficile de se rendre à Gaza. 700 km, vous traversez tout le désert du Sinaï. Et l'Égypte n'ouvre pas les frontières. Il y a des accords avec Israël, l'Europe, tout ça. Et en tant que Palestiniens, on n'a pas d'économie, on n'a pas de monnaie. Notre monnaie, c'est le shekel, c'est la monnaie israélienne. On n'a pas de banque nationale, on n'a pas de frontières nationales, on n'a pas de souveraineté. C'est ça l'occupation aussi. C'est que vous ne pouvez pas décider de votre destin. Nous, à Gaza, on mange ce que le soldat israélien décide de faire entrer. Il y a un seul passage au sud entre Gaza et Israël, qui est un passage commercial où tous les produits entrent par ce passage. Karem Shalom, il s'appelle en hébreu, et en arabe Karem Abu Salem. C'est un passage commercial, le seul. Israël ferme ce passage 2 jours, 3 jours. Les épiceries, il n'y a plus rien, les supermarchés, il n'y a plus rien à Gaza. C'est une ville de 2 millions d'habitants. Donc, on ferme le passage, Gaza meurt de faim. Ce qu'ils font, ils ferment 3 jours, ils ferment 1 semaine, 2 semaines parfois, après ils ouvrent. Mais là, ils contrôlent l'entrée de l'essence, ils vont réduire l'essence. Quand ils réduisent l'essence, la centrale est déjà réparée, mais on ne peut plus la faire marcher. On n'a plus d'électricité. Sans essence, il n'y a plus de voitures. Donc les gens vont inventer de l'essence végétale. Ils vont mettre l'huile de tournesol dans les voitures, ce qui fait que tout Gaza sentait les frites. On découvre que c'est très mauvais, ça fait un cancer au poumon. Donc le gouvernement essaie d'interdire aux gens de mettre du tournesol dans les voitures.
Ils contrôlent ce qu'on mange. Ils font entrer les tomates, ils font entrer le concombre, c'est eux qui... Il y a un seul passage. Vous ne pouvez pas faire un commerce avec un autre pays qu'Israël. C'est interdit dans les accords économiques avec Israël. On ne peut pas. Donc quand il y avait des militants pro-palestiniens qui étaient venus à Gaza, ils ont trouvé dans les supermarchés partout des produits israéliens. Ils ont dit mais il faut leur donner votre argent. Ils nous ont dit, vous leur donnez votre argent. Oui, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas acheter autre chose que les produits israéliens. Et malgré ça, on peut leur acheter leurs produits. Vous imaginez, c'est une ville, je répète, 2 millions d'habitants. Ça veut dire s'il y a une société israélienne qui vend du yaourt à Gaza, ils vendent des yaourts pour 2 millions d'habitants. Donc Gaza, économiquement, c'est important pour Israël. Il y a des usines israéliennes qui travaillent que pour Gaza. C'est un grand marché de millions d'habitants. Et malgré ça, on veut leur acheter leurs produits, mais ils ne veulent plus faire entrer les produits alimentaires à Gaza. Ils font une liste de 60% des produits interdits d'entrer dans la bande de Gaza. 60%. Ils coupent l'électricité, ils coupent l'eau, et 60% des produits interdits. C'est ça le blocus. Avec l'interdiction de sortir de Gaza. Ils vont demander à l'Égypte de fermer le passage. Et là, on est dans une ville sans lumière, sans les médicaments qui manquent. On voit des gens mourir pour la première fois à l'hôpital parce qu'il manque de médicaments. Il n'y a plus d'anesthésie. Ça, c'est douloureux. Ça, quand on m'a raconté ça, c'est vraiment douloureux parce que l'homme est capable de tout. Et moi, je ne me vois pas, en tant qu'être humain, interdire l'anesthésie dans un pays. Ça, c'est criminel. Criminel. J'ai eu des témoignages, l'horreur. Mais ça, ils le font parce que comme ça, si vous voulez vous faire opérer, donc vous attendez qu'il y ait de l'anesthésie. Vous attendez 7 mois, 2 ans. Si vous avez un cancer, c'est fini. Et c'est ce qui est arrivé à la mère d'une amie la semaine dernière. Ça fait des années qu'elle attend pour être opérée, elle est morte. Donc on voit, c'est ce qu'on appelle après les victimes de blocus. On arrive à 700 enfants les 2 premières années. Et face à cette situation, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas de médicaments. Et vous avez l'argent par contre, parce que l'Europe paye. C'est l'Europe qui paye les salariés à Gaza. Vous avez l'argent, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas sortir et vous ne pouvez pas acheter. Et vous êtes bombardés, vous ne pouvez pas vous fuir. À Gaza, il n'y a ni abri, ni rien du tout. Vous êtes là, vous attendez la mort. Malgré ça, donc les gens, pour essayer de survivre, ils vont creuser des tunnels sous les frontières égyptiennes. Donc ces tunnels vont permettre de faire entrer des produits israéliens et égyptiens dans la bande de Gaza. Donc Gaza survit grâce à ce tunnel, qui vont être fermés en 2012 et 2013 surtout. Là, il n'y a plus de tunnels et on est revenu à la merci d'Israël. Ils ont la clé du passage, c'est eux qui décident de ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas. C'est eux qui décident. Donc, une situation économique difficile, des morts à cause de blocus, les universités sans électricité. J'ai révisé mon bac sous l'éclairage public dans la rue. On avait, vous savez, il y avait un manque d'électricité, donc la municipalité fait un programme, elle délivre l'électricité 6 heures par quartier, parce qu'ils ne peuvent pas donner l'électricité à tout le monde. Donc nous, on se déplaçait d'un quartier à un autre pour réviser sous l'éclairage public. Moi, j'ai eu mon bac en 2008. Mais je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée en mars 2008. En mars 2008, on me demande de participer à un concours à la radio comme une compétence entre 2 lycées sur le bac. J'étais en train de réviser dans ma chambre, avec mon frère était dans la même chambre que moi, et j'entends une explosion énorme. Je dis, alors si l'explosion elle est énorme par rapport d'habitude, je m'inquiète pas parce que quand l'explosion était vraiment très très forte, ça veut dire c'est le mur du silence, du mur du sang qu'ils ont brisé. Ça donne un son plus fort que les vrais bombardements. Deuxième explosion, les vitres. Moi j'étais assis, on mettait toujours un rideau avec des chaises en cas où il y a des bombardements, les vitres se cassent et la majorité des gens meurent à cause des vitres, les éclats de vitres qui déchirent le corps humain. Donc nous on met toujours un rideau au cas où, comme ça le rideau il rattrape les vitraux qui partent dans l'air. Donc là le rideau se déchire et on ne voit plus rien, on comprend qu'il y a un bombardement qui est tombé et là je pense que je suis mort. Et 3e bombardement, on sent rien, mais on entend une explosion énorme. Après, on est retiré il y a des gens qui entrent dans l'appartement, qui nous retirent de cette chambre, tout ça. Je ne crois pas que je suis vivant. J'étais en train de me regarder, me toucher.
Parce que vous savez, quand on est touché, parfois on ne se sent pas tout de suite. Donc, et la majorité des gens de ma génération n'ont plus de jambes à Gaza. Parce qu'Israël met des clous dans les missiles. C'est la ville où il y a plus d'handicapés maintenant en Palestine. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs jambes, leurs bras, tout ça. Donc je ne crois pas que je suis vivant, que je ne suis pas touché. Parce que j'ai été piqué partout, mais c'était les pierres qui ont été détruites, tellement petites qu'elles m'ont piqué partout. On était tellement blanc avec la poussière. Alors vers 5 heures du matin, on revient dans l'appartement, on comprend que c'est le ministère de l'Intérieur qui était en face, qui a été bombardé. Et là, quand on entre, on voit que le soleil est dans la chambre d'une autre, angle. Ça veut dire qu'il y a 2 fenêtres dans la chambre, il y a 2 soleils. Parce qu'il y avait un missile qui a traversé la chambre. Et nous, on était dans la chambre, il a traversé le premier mur extérieur, il est passé au-dessus de la fenêtre, il a fait un grand cercle, et il a cassé le 2e mur, et le 3e mur, il est tombé par terre, il n'a pas explosé, heureusement. Et c'était un éclat du missile, c'était pas tout le missile, hein, parce que les missiles sont énormes. Il y a les pompiers qui sont arrivés, ils ont pris avec des couettes, tout ça, ils ont pris cette grande pièce du missile. Et là, c'est la première fois de ma vie où je me dis, mais en fait, j'avais tort, parce que moi aussi, je pouvais mourir. Parce qu'avant, je pensais que quand on vit dans un pays où il y a des bombes, on pense toujours que la bombe va tomber sur le voisin et pas sur nous. J'ai jamais compris pourquoi. On pense toujours qu'on est intouchable, qu'on ne va pas mourir. Peut-être il faut penser ça pour pouvoir aller à l'école, tout ça. Parce que quand il y avait des étrangers qui venaient à Gaza, des internationaux, ils nous disaient, mais vous êtes fous, vous allez à l'école et vous révisez, mais il y a la guerre demain. C'est-à-dire, vous allez mourir. Et nous, mais oui, mais on est né dans la guerre. C'est-à-dire, c'était pas un prétexte d'arriver en retard à l'examen et dire, mais monsieur, il y a les bombes. il rit. Ah bah, vous êtes mort? Non. Alors pourquoi vous êtes en retard? C'est toujours. Et les gens, ils ont un sens de la résistance et de l'humour. Parce que voilà, les bombes, c'est rien. Les gens, c'est pas les bombes qui les embêtent maintenant, c'est l'électricité. Parce que ça les empêche de se doucher, d'avoir l'eau, de cuisiner, d'avoir la lumière. Et je vous donne un exemple avec cette. C'est pas que c'est une population qui n'arrive pas à sortir de ce blocus, parce qu'à chaque fois on trouve des solutions, mais à chaque fois Israël trouve d'autres solutions pour nous, Français, dans le noir. Il y avait un ministre israélien qui a dit, je veux que Gaza soit sous la mer. Sous la mer. Ça, si imaginez quelqu'un d'autre qui dit ça, on dit, c'est un crime contre l'humanité de tuer 2 millions de personnes. On achète en 2007, après le bombardement de la centrale d'électricité, toute la ville de Gaza investit pour acheter des générateurs d'électricité. Vous savez que ça coûte 400 €. Là-bas, 400 €, c'est x5. Hein. C'est très, très cher. Et je parle d'une ville où 90% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Vous savez ce que c'est le seuil de la pauvreté? Ça veut dire des familles qui n'ont pas $1 par jour. C'est l'ONU qui le dit. Des familles qui n'ont pas $1 par jour. $1. Même pas 80 centimes par jour. Des familles. Oui, ça existe. 90%. 90% à Gaza, sous le seuil de la pauvreté. Même pas pauvres, sous le seuil de la pauvreté. C'est pire que les pauvres. C'est pire que les pauvres. Et ces gens-là, comment ils vivent? Comment ils vivent? Parce que moi, j'ai oublié de parler de l'économie à Gaza. C'est quoi l'économie à Gaza? Vous savez, partout dans le monde, soit l'agriculture, soit l'industrie, soit le commerce. À Gaza, l'agriculture, impossible. Pourquoi? Parce que des bétons partout, des bâtiments partout, il n'y a pas de terrain. La seule zone où on pouvait cultiver, c'est à l'est de Gaza, c'est la zone la plus fertile, parce que c'est la zone la plus éloignée de la mer. Vous savez qu'on ne peut pas planter sur la plage. Cette zone a été confisquée, maintenant c'est la zone tampon, à l'est de la bande de Gaza. Aucun paysan ne peut y aller. Si vous avez le courage d'y aller, on vous tire dessus tout de suite. Tout de suite. Ils ont confisqué la zone la plus importante. Donc Gaza, il n'y a pas d'agriculture, pas d'élevage, parce qu'il n'y a pas d'agriculture. Donc il n'y a pas de tomates, gazaouis, tout ça. Alors il y a des gens maintenant qui, avec de petits terrains qui leur appartiennent, ils font des choses. Hein. Mais c'est très symbolique. C'est une manière de résister, de dire voilà, on fait des tomates à Gaza. Mais ces tomates, on ne peut pas les acheter aussi. Ça coûte tellement cher et c'est très très rare. Donc tout ce qu'on mange comme légumes, fruits, ça vient d'Israël. Le lait, le yaourt, pareil. D'ailleurs, je pensais que le yaourt a été inventé par Israël, parce qu'il avait un nom en hébreu. Et quand on achetait le yaourt, on demandait le yaourt en hébreu. Et quand je suis venu en France, mais vous avez du yaourt, mais c'est Israël qui l'a inventé. Comme les avocats, je pensais que c'était une invention israélienne. Parce qu'avant, on ne l'avait pas, et un jour, Israël a fait entrer les avocats. On nous a dit c'est Israël qui a inventé les avocats, les mandarines, tout ça. Et on n'a pas d'agriculture, on n'a pas d'industrie.
il y avait des usines à Gaza. Et Gaza fabriquait des vêtements qui étaient exportés vers l'Europe. Vous voyez, la main-d'œuvre la moins chère. Donc, c'était des sociétés israéliennes qui avaient des usines à Gaza, parce que la vie à Gaza est beaucoup, beaucoup moins chère. Donc, les gens faisaient des vêtements, tout ça, ils envoyaient vers l'Europe. Et les usines, en 2000, avec les bombardements, beaucoup d'usines ont été bombardées. Et sans électricité, c'est très difficile de faire tourner une usine. Donc, et en plus, Israël ne donnera plus de travail aux Gazaouis. Et beaucoup de Gazaouis, à l'époque, avant 2000, travaillaient en Israël. Et en 2000, quand ils ferment les frontières, on les appelait les travailleurs d'Israël. Ils rentrent tous à Gaza. Et c'est des milliers de personnes qui se retrouvent au chômage depuis 2000. Ça fait 18 ans. Et ces gens-là, vous savez, c'est impressionnant parce que vous allez parfois dans des quartiers, vous avez des villas à Gaza, des belles maisons, parce que c'est des gens qui travaillaient en Israël. Ils avaient un très bon salaire et à l'époque, ils avaient construit une villa. Et tout d'un coup, ces gens-là, ils n'ont plus de rente. Vous savez, ils n'avaient pas de système de retraite. Ça veut dire, même quand ils partent à la retraite, ou quand ils ont été virés, ils n'avaient pas d'argent. Et vous allez parfois dans des maisons où il y a des meubles magnifiques de l'époque, et les gens n'ont pas à manger. Ça, je l'ai vu beaucoup, beaucoup à Gaza. Tous les travailleurs d'Israël qui ont été chassés au jour au lendemain, avec l'enfermement de la bande de Gaza. Pas d'industrie. Il y a la seule usine qui fonctionne à Gaza, c'est l'usine de Coca-Cola. Ah oui, là ils ont mis l'argent, ça fonctionne, et la repris cette usine. Vous imaginez, c'est une ville sans eau potable. Hein. Vous savez, la majorité des gens qui ont le cancer, c'est parce qu'ils boivent l'eau du robinet à Gaza. Même l'eau minérale qu'on achète, il est fait à Gaza. Ils prennent l'eau du robinet, ils l'eau filtrent. Et vous imaginez, après des années d'avoir dépensé notre fortune pour acheter l'eau minérale, on découvre que cette eau minérale est imbuvable, est impotable. Il ne fallait pas le boire. C'est pour ça que la majorité des gens sont malades à Gaza. Toute la population, tellement malade. Parce que même l'eau minérale n'est pas, elle est sans les éléments qu'il faut pour le corps. Une ville sans agriculture, sans industrie, le commerce. Alors, à Gaza, il y avait beaucoup de commerce qui apportaient du monde entier, mais ces produits passent dans le port israélien. Israël les taxe, ce qui arrange beaucoup Israël, parce qu'on paye des taxes à Israël, et c'est le port Ashdod, et il est juste au nord de la bande de Gaza. Ces commerçants vont faire faillite parce qu'Israël va fermer le passage commercial après 2006. Et les premiers qui font faillite, c'est tous les commerçants qui commercent avec les légumes, tout ce qui est nourriture. Parce qu'en Israël, ils ont une méthode. Par exemple, vous achetez 2 tonnes de tomates pour toute la bande de Gaza. Vous êtes un grand commerçant. Ça coûte très cher. Hein. Donc, vous achetez les tomates, très bien, vous allez les acheter à une société israélienne. Ces tomates, ils arrivent avec des camions sur les frontières. On est dans le sud d'un pays où il fait très chaud. Israël ferme le passage 3 jours parce qu'il y a une fête des Juifs, ou parce qu'il y a un soldat qui est mort au nord d'Israël, ou parce que je ne sais pas quoi. Les tomates, voilà. Ce n'est pas leur problème. Alors, beaucoup de gens vont arrêter d'investir, de faire du commerce avec les légumes, tout ça. Alors, mais en 2006... les commerçants des vêtements, ils n'ont plus le droit d'acheter des vêtements. C'est sur la liste noire. Vous ne pouvez pas faire du commerce des vêtements, sauf les vêtements qu'Israël décide de faire entrer à Gaza. Tout ce qui est technologique, non, interdit à Gaza. Israël considère que tout est interdit, sauf les choses essentielles pour survivre. Ça veut dire le riz, les pâtes, le pain. Des choses comme ça. Des tomates parfois, des aubergines. Parfois, on a des saisons, des années sans aubergines. Après, ils nous font entrer l'aubergine. C'est un laboratoire pour eux. Et vraiment, c'est eux qui décident de tout. Et vous ne pouvez rien faire. Hein. La seule chose que vous pouvez faire, pour être honnête, c'est d'essayer d'aller sur la zone tampon, prendre un caillou ou prendre une arme, si vous arrivez à avoir une arme, et aller tirer sur les gens, sur les soldats qui sont à 1 kilomètre de vous, sur la zone tampon, pour vous faire tuer. Et ça, on a beaucoup de jeunes qui font ça. C'est une manière d'en finir, parce qu'on sait que dès que vous vous approchez de la zone tampon, vous êtes tué. Et Israël envoyait même des chiens sur les cadavres de ces gens-là tués pour que les gens c'est pour montrer aux Palestiniens, regardez ce que vous devenez si vous vous approchez de la zone tampon, qui est un territoire palestinien. Donc on avait des cadavres vraiment pas possibles. Donc pas de commerce, pas d'industrie, pas d'agriculture. Qu'est-ce qui reste? La pêche, on a la Méditerranée, mais la mer est fermée. 3 km, 3000 marins. Vous ne pouvez pas. Depuis 48, on pêche sur cette bande de 3 km dans la mer.
C'est très limité. Il n'y a plus de pêche dans cette zone, c'est la plage. Donc pour qu'il y ait de la pêche, il faut faire entrer les pêcheurs plus loin. Sauf que les pêcheurs aujourd'hui, ils sont découragés parce qu'on leur tire dessus, on confisque leurs bâtons, on les jette à la mer, on leur dit vous nagez jusqu'à Gaza. Ah oui, oui. C'est le métier le plus dangereux aujourd'hui à Gaza de faire pêcheur. Et vous, comme pêcheur, vous dépensez de l'essence pour aller essayer de pêcher dans 3000 marins, une distance jusqu'à 3000 km. Vous passez une journée dans la mer, vous dépensez de l'essence. Si vous arrivez à pêcher 3 kilos de sardines ou je sais pas, ou même 50 kilos de sardines, imaginez le prix auquel ils vont le vendre. Ce qui fait que les habitants à Gaza ne mangent pas de poisson. Il n'y a que les gens qui ont beaucoup d'argent qui achètent le poisson. Le poisson, ça coûte une fortune à Gaza. Parce que c'est rare. C'est rare, c'est très difficile d'avoir un kilo de sardines à Gaza. Donc on a la mer, mais la mer pour nous, vous savez, les Gazaouis, pour eux la mer, c'est pas la Côte d'Azur comme en France, on pense à la Sicile. La mer pour eux c'est le danger, parce que les bateaux militaires tirent sur les gens, les navires militaires. La mer, c'est les morts, tous les pêcheurs qui se font tuer dans la mer. Pas de poissons. C'est le symbole de l'enfermement, parce que c'est la seule, comment dire, la seule frontière qu'on voit à Gaza, qu'on peut voir, c'est la mer. Parce qu'on regarde, il y a toujours les bateaux militaires. Quand j'étais petit, je pensais que c'était un truc planté dans la mer parce que vous voyez des points noirs. En fait, c'est les navires militaires qui sont sur une île. On dirait qu'elles n'ont pas bougé depuis que je suis né. Je suis né dans un camp de réfugiés à côté de la plage qui s'appelle Ashat, qui veut dire la plage en arabe. Et la majorité des gens qui habitaient dans ce camp-là, ils habitaient déjà à Jaffa. Donc la majorité de ces gens-là étaient des pêcheurs. Et en habitant dans ce camp, ils espéraient pouvoir exercer leur métier. Donc, c'est une ville sans économie. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on achète, c'est l'Union européenne, les pays donateurs. D'ailleurs, pour dire, on dit toujours celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Alors, pour remercier Dieu, vous savez que le premier budget étranger de la France va pour la Palestine. Le premier budget pour un pays étranger, c'est la Palestine. Donc, merci la France. Mais si vous demandez aux Palestiniens, qu'est-ce que vous pensez de tout l'argent de l'Europe ? Ils vont vous dire, ça c'est le piège. Ils le prennent mal. En même temps, on a besoin de cet argent. Maintenant, il baisse. Mais on a l'impression que les analystes politiques, ils disent, c'est de l'argent qu'on donne pour maintenir les Palestiniens dans cet état-là, parce qu'on voilà, leur donne à manger, on leur donne à boire, on leur achète des vêtements une fois par an, on leur donne des sardines, et comme ça, la cause palestinienne, c'est pas une cause politique, c'est une cause humanitaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand problème, parce que les gens, Gaza, mais j'ai des vêtements que j'aimerais envoyer aux pauvres à Gaza. Mais le problème à Gaza, c'est pas les vêtements, oui, on peut, mais ça ne règle pas le problème, c'est un problème politique. Donc, comme tous les pays qui aiment la Palestine, vous savez que le Parlement français a reconnu la Palestine en 2014, ils ont voté un vote, mais c'est le Parlement, l'Assemblée nationale. Et le problème, c'est que tout le monde sait que c'est mal. Vous ne trouvez personne en Europe qui va vous dire l'occupation, c'est génial. Même maintenant, ceux qui défendaient Israël vous disent oui, mais nous, on ne défend pas l'occupation. Personne. Mais pour agir, c'est compliqué. Alors, c'est pas pour se justifier, mais quand on aime quelqu'un, mais on ne peut pas lui donner ce qu'il veut, voilà, on lui donne autre chose. Donc, il nous donne à manger, il nous donne des vêtements, il nous donne des bourses, c'est vrai. Sans l'Europe, tous les salariés de la Palestine sont payés par l'Union européenne, avec vos impôts d'ailleurs. C'est un vrai problème. Parce que le problème, c'est politique. Ça veut dire, le président palestinien a dit, nous, on n'a pas besoin d'argent si on est libre, hein, parce qu'on peut faire du commerce, parce qu'on peut cultiver la terre, comme même vous avez toute la vallée du Jordan. Mais maintenant, Israël dit, oui, s'il y a un jour un État palestinien, ça sera sans la vallée du Jordan. Ça veut dire, les seules frontières avec un pays arabe, ça va être confisqué. Parce que la vallée du Jordan, c'est la vallée la plus fertile en Palestine. Vous voyez, c'est un vrai problème. Et quand j'ai parlé des générateurs d'électricité, je n'ai pas fini. On achète des générateurs d'électricité qui coûtent 400, 800 euros. Donc les gens s'endettent, mais c'est le seul moyen d'avoir la lumière. Et vous savez ce qu'ils font les Israéliens? Ils interdisent l'essence industrielle. C'est l'essence qu'on mettait dans ces générateurs-là. Donc dans chaque famille, vous avez un générateur d'électricité, mais vous ne pouvez pas le faire marcher. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens nous demande et pourquoi vous voulez pas faire la paix avec Israël? Pourquoi vous voulez pas? Comme si ça dépend de notre volonté et que voilà, nous on veut pas faire la paix avec Israël. Les Palestiniens, ils rêvent d'une seule chose, c'est vraiment la paix. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que c'est la guerre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent la guerre c'est terrible, mais quand on l'a vu, on sait ce que c'est la guerre. On sait ce que c'est la guerre. C'est pas juste comme ça à la télé. Oh oui, c'est terrible, il y a les gens qui meurent. Oui, de toute façon, on est touché quand ça nous arrive. Quand on sait ce que c'est avoir une bombe
Moi, j'étais invité à la radio, un jour parler de ma poésie. C'était une émission enregistrée. Le lendemain, avant la diffusion de mon émission, le journaliste avec qui j'ai enregistré, la radio fait une minute de silence. Ils disent que le journaliste a été bombardé quand il est rentré chez lui. Avec sa mère, d'ailleurs. Sa mère a perdu ses jambes et lui, il est mort. C'est ça. À chaque fois, c'est pour ça, à Gaza, la vie a un sens. Parce qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez jamais si cette personne, vous allez la revoir ou pas. Et vous savez qu'à partir de... Souvent, c'est à 8 heures. Dès qu'il est 20 heures, le soir, vous savez que les bombes commencent. Et là, comme si vous partez à la mort, le lendemain, si vous êtes vivant, vous êtes de retour à la vie avec les problèmes de la vie. Parce que la vie à Gaza, c'est d'aller le matin, d'abord chercher le pain. Faites 3 heures de queue à la boulangerie. Après, d'aller chercher à manger, aller au marché, aller chercher l'essence s'il y a de l'essence, ou aller acheter des bougies pour la lumière. On passe notre vie à aller chercher les produits. Parce qu'il n'y en a pas assez. Vous savez, même les bougies, ils vont diminuer la quantité des bougies entrées dans la bande de Gaza. Ils veulent que Gaza reste dans le noir. Parce que vous avez élu le Hamas. Mais vous vouliez, toute la communauté internationale voulait des élections. Alors c'est le résultat, mais le résultat ne plaît pas à beaucoup de Palestiniens aussi. Il n'y a pas que mais c'est un parti démocratique, il a participé. Mais de toute façon, ça fait depuis maintenant 2006, 2010, ils sont plus au pouvoir. Je veux dire, le Parlement ne fonctionne plus. On fait tout ça. Et j'ai pas parlé des guerres. J'ai pas parlé des guerres parce qu'en 2008, moi j'étais. C'était le jour national des examens en Palestine. Ça veut dire toutes les universités commençaient leurs examens. C'était le 27 décembre, à midi, moins le quart. Tout le monde était tous les gens étaient dans les écoles, les universités. 60 avions F-16 militaires israéliens dans le ciel. On ne les voyait pas. Ils étaient tellement hauts, on ne les voyait pas. Ils bombardent Gaza au même moment. Midi, moins le quart. C'est Olmert, à l'époque, Premier ministre israélien. Et imaginez-vous, vous avez vécu toute votre vie sous les bombes. La guerre, ça vous dit rien parce que peur de la guerre, mais non, j'ai pas peur de ma vie. C'est ma vie, c'est quoi? Et on disait, mais s'il n'y a pas la guerre, on va s'ennuyer. Hein. Qu'est-ce qu'on va regarder à la télé? À quoi on va réfléchir? On ne peut pas imaginer la vie avec la paix. On ne peut pas imaginer ça parce que c'est 3 générations. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui vient vous dire, et vous savez, il y a des pays qui vivent en paix. Oui, mais comment? Mais comment? Comment? Même les internationaux ne peuvent plus venir raconter leur vie à Gaza. Et si vous racontez, les gens vous regardent comme un fou. Si vous leur dites, oui, je vais au supermarché, je voyage, les gens, c'est comme si vous venez d'une planète entière. Parce que tous les Gazaouis, ils ont l'impression, ils ont le sentiment que la planète entière, c'est la bande de Gaza. Et vous savez, il y a des gens qui vous disent, mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a d'autres pays qui existent? Peut-être c'est la télé. C'est vrai. Je veux dire, la première fois quand j'ai atterri à Roissy, j'étais avec un collègue, il me dit, on était sur l'escalateur, on est impressionné, parce qu'il a l'escalateur. Il me fait comme ça dans le dos, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, regarde. Et je regarde, il y a deux Japonais, un couple. En plus, ils étaient en train de s'embrasser, alors je ne vous dis pas. Et c'est vrai que c'est des gens qu'on voit à la télé. Il me dit, regarde, ça existe. Oh, on ne peut pas imaginer ce que c'est un monde libre, ce que c'est la liberté, ce que c'est... Les gens n'imaginent pas. On dit la paix parce qu'on nous dit il faut chanter pour la paix. Donc on chante pour la paix, mais on ne sait pas ce que c'est la paix. On n'imagine pas. En 2008, le 27 décembre, ils bombardent. Le premier bombardement, ils tuent 100 personnes. Ils bombardent une école de la police qui fêtait son diplôme, tout ça. 100 personnes. On reste 22 jours à la maison. On n'a pas le droit de sortir. On n'a pas le droit de regarder par la fenêtre parce qu'il y a les drones qui surveillent les gens. La ville. Donc 22 jours, je n'ai pas eu l'occasion de sortir de la maison. Et on était sûr qu'on allait mourir parce que les soldats étaient entrés dans la ville, ils ont bombardé la ville avec le phosphore blanc. C'était la première fois qu'on voyait le phosphore blanc en 2008. Le phosphore blanc, c'est une manière de tuer les gens en les brûlant. Comme si les avions de F-16 ne suffisaient pas. Et vous ne pouvez pas l'éteindre avec l'eau. Si vous mettez l'eau, ça augmente. Il faut l'éteindre avec le sable. Il faut mettre du sable là-dessus. Alors, ils bombardent les gens avec le phosphore blanc. Les 2 villes au nord sont à moitié détruites, des milliers de logements bombardés. Quand je sors, après 22 jours de siège, la guerre est finie, je sors dans la rue, c'est là où quand je regarde par la fenêtre, j'ai eu mon premier choc. Et j'ai vu que la guerre était vraiment moche et horrible, parce que la ville que je connais, la vue dans ma fenêtre,
Il n'y a plus de tours, il n'y a plus de bâtiments, la ville a été écrasée, les rues, on ne pouvait pas marcher, tous les bâtiments étaient tombés, bombardés sur les routes. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que quand les bombardements ont commencé, on ne savait pas ce que c'était parce que la terre tremblait, on voyait pas, on avait l'habitude des bombes, mais là, ce n'est pas des bombes, c'est la fin du monde, c'est le jugement dernier, on ne sait pas ce que c'est. Vous imaginez une ville bombardée, 60 avions qui bombardent une ville d'un coup comme ça. Vous voyez que des fumées, des gens qui crient, la terre qui tremble. Je suis obligé de rentrer, mais pour rentrer sur ma route, je suis entouré par le quartier des ministères. Tous les ministères par terre. Par terre. En 5 minutes, tous les bâtiments, tous ces gens-là. Pour rentrer, il y avait une seule route que je pouvais prendre. Je passais à côté. Le matin, j'étais passé devant le conseil législatif, le Parlement. En rentrant, je marche sur les ruines du Parlement. Jusqu'à là, le Parlement qui était tombé comme ça, qui a fermé la route, et je marche par-dessus pour rentrer à la maison. Et je reste 22 jours assis par terre à la maison. On ne savait pas qu'on allait avoir une guerre. On n'avait pas à manger. Les gens essayaient avec le farine à la maison de faire du pain, boire de l'eau chaude quand on pouvait, sans électricité. Il y a des gens qui ne savaient pas que c'était la guerre. Je veux dire, ils savent qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe, mais il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas d'infos. Nous, on avait une radio avec des piles qu'on a écoutées pendant 22 jours, avec des menaces. Et en plus, l'armée israélienne vous envoie des textos. Ils vous appellent sur le téléphone, donc on ne répondait plus. Ils envoient des textos sur votre téléphone, armée de défense israélienne. Mais vous quittez les maisons immédiatement, vous allez dans le centre-ville de Gaza. Vous dites, mais on ne peut pas sortir. Tous les gens qui sortent se font bombarder. Le centre-ville, vous savez, le centre-ville, c'est toute petite place à Gaza. Une petite place. Et ils demandent à 300 000 personnes d'aller sur cette place. Dans la guerre. Donc personne, parce que sinon on vous bombarde. Donc en plus la guerre psychologique. 2008, après 2008, il y a eu une réaction dans le monde énorme par rapport à cette guerre. Donc il a eu 1500 morts et 2000 blessés. Et donc je me suis dit jamais Israël ne fera une autre agression contre Gaza quand j'ai vu ça. En 2012 ils ont recommencé. Ils ont bombardé encore Gaza à nouveau. Tout ce qu'on avait reconstruit a été rebombardé. Ce qui fait que les dernières années à Gaza, j'ai connu 5 ministères de l'Intérieur. À chaque fois, ils bombardent la maison du Premier ministre, le bâtiment du gouvernement, les présidentielles, les écoles. Il y a un seul stade à Gaza. Ils l'ont bombardé en 2008, en 2012, donc il a été refait. Vous savez, pour empêcher les Palestiniens de refaire le stade, comme si c'était un danger, ils ont lancé des bombes spéciales qui creusent dans la terre. Il y avait des fossés énormes. Comme si on pouvait mettre des bâtiments dans ces fossés pour empêcher les Palestiniens de reboucher le stade, faire fonctionner le stade. Une ville. Imaginez en France, quand on a eu les attentats, ils sont morts presque. C'était une catastrophe. Les hôpitaux, l'état d'urgence. Le monde a changé depuis. Le monde a changé. Les gens, jusqu'à maintenant, ils ont peur. Surtout dans les villes, à Paris, ils disent Gaza, et on est dans un grand pays, avec d'excellents hôpitaux, médecins, services connus dans le monde entier. Et on a eu du mal avec ça. Les blessés. À Gaza, imaginez une ville avec un seul hôpital, sans électricité, sans médicaments. En 2014, 10 000 blessés. 2 000 morts. Vous savez, la morgue ne peut pas accueillir 2 000 morts. Ils ont mis les morts sur le trottoir. Tout autour de l'hôpital, les cadavres. 10 000 blessés. 10 000 blessés. 10 000 blessés, parce que c'était quoi alors après? Parce qu'ils ont appris que le Hamas avait creusé un tunnel sous les frontières israéliennes. Même si le Hamas l'a fait. Vous tuez 2 000 personnes. On est dans quel monde on vit? C'est ça le problème. On vit dans quel monde où il y a des gens... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment aujourd'hui on peut être soldat. En 2017. Aujourd'hui, l'homme est génial. Je dis toujours à mes élèves, je suis impressionné. L'homme, il a prolongé l'espérance de vie. L'homme, il a combattu la maladie. L'homme, il a gagné sur la nature. L'homme est extraordinaire. Avec le monde, la culture, la civilisation, les enjeux aujourd'hui, comment on peut dire, allez, je vais être soldat? C'est ça ce que je n'arrive pas. Et si on est obligé d'être soldat comme Israël, comment on peut accepter en tant que pilote, parce que vous savez la formation qu'il faut avoir pour être pilote, de bombarder une ville civile comme ça? 10 000 blessés, handicapés jusqu'à maintenant à Gaza. Comment on peut accepter? On ne les aime pas. Ok, vous ne les aimez pas, vous les tuez. Vous imaginez ce monde, quand on est en désaccord avec quelqu'un, on le bombarde, on le tue, on ne leur demande pas de nous aimer. Mais parce que les Israéliens, ils ont du mal ils n'ont qu'un récit national, les citoyens, que voilà, parce qu'à Gaza, il y a le terrorisme. Mais vous imaginez, oui, mais
Imaginez que c'est vrai. Comment on accepte aussi de tuer 10 000, 2000 personnes et 10 000 blessés? C'est quoi cette société qui accepte, qui est complice? Comment on peut faire ça? Comment? Vous savez, le Premier ministre et le ministre des Affaires, Lieberman, qui est d'extrême droite, et il est aujourd'hui ministre de la Défense. Il avait dit, moi, si je suis élu, regardez sa campagne électorale, si je suis élu, je deviens ministre de la Défense, il faut me donner 5 minutes pour me débarrasser de Gaza. Et on vote pour lui, il a gagné. Maintenant, il est dans la coalition. Parce que c'est la peur. On leur fait peur. On leur dit s'il y a un État palestinien, Israël ne sera pas en sécurité. Parce que c'est le vivre ensemble qui est mis en cause aujourd'hui partout dans le monde. Partout, les gens, ils ont peur. Voilà, ils ne savent même pas de quoi ils ont peur, mais ils ont peur. Voilà. Ils investissent. Vous imaginez, Israël achète des armes. C'est le seul pays dans la région qui a des armes nucléaires et qui va aller embêter l'Iran avec ses essais, qui sont des essais pour l'usage de l'électricité et pour la société. C'est même pas des armes. 100 000 engagements. Regardez, l'Irak a été détruit parce qu'on a soupçonné Saddam Hussein de vouloir préparer une centrale nucléaire. 1 million de morts en Irak. 10 000 réfugiés dans le monde entier. Le pays qui était le plus riche, le pays du pétrole. C'est quoi cette machine de guerre partout? Le Moyen-Orient, aujourd'hui, 5 pays de... Vous savez, on ne parle plus de la Palestine. Hein. Aujourd'hui, on ne parle plus de la Palestine parce que la Syrie, c'est 100 000 fois pire. C'est un drame. C'est un drame. Les gens ils sont devenus mendiants dans le métro à Paris, les Syriens. Un pays de civilisation, de culture, du cinéma, du théâtre. C'est un drame. J'ai jamais vu ça. Nous, en 48, on pleure jusqu'à maintenant sur 48, on était 700 000 réfugiés. Eux, ils sont 7 millions de réfugiés à l'extérieur de la Syrie. Il n'y a que 3 millions de Syriens qui n'ont pas eu à se déplacer de chez eux. Ceux qui habitent à Damas, c'est un peu sur la côte. 7 millions de réfugiés. Et tout ça, c'est les... Regardez tous les pays européens, ils dénoncent la politique d'Israël. Et après la guerre de 2014, Israël publie une liste de remerciements à certains pays européens d'avoir donné des armes. Alors, si vous n'aimez pas la Palestine, vous n'êtes pas obligé de nous aimer, mais ne donnez pas d'armes. Ne donnez pas dans un conflit, vous trouvez deux personnes, même si on était deux pays qui se battent. Vous trouvez deux personnes qui se battent dans la rue. Vous allez donner une arme à une personne? C'est ça régler le problème? On peut s'abstenir. Comment dire? S'abstenir. To go out. On peut être absent d'un conflit, mais on ne participe pas, on ne donne pas d'armes, on ne vend pas d'armes. Mais après, ils nous disent, mais ce sont nos entreprises, nos emplois. Mais on ne veut pas de cette société. On ne veut pas de cette société. C'est ce qui fait la violence qu'on a aujourd'hui. Les jeunes ne croient plus à rien. On est dans une violence, la haine, tout ça, parce qu'ils voient ce qui se passe en Palestine. Moi, j'étais à l'école pendant 4 ans. Les gens me disent, mais monsieur, regardez l'Europe avec ses armes, la Palestine, tout ça. Mais c'est ça l'Europe. C'est ça. Aujourd'hui, on est une machine de guerre, on est une usine de guerre. Il faut arrêter de vendre des armes. Moi, je ne leur demande pas d'exiger quoi que ce soit à Israël, mais qu'on leur donne plus d'armes, qu'on leur donne plus de milliards comme les États-Unis donnent des milliards à l'armée israélienne. Parce que ça, les Israéliens pensent qu'on les aime, qu'on les adore, parce qu'on leur donne des armes. Ça veut dire qu'ils ont raison. Il faut arrêter. S'il n'y a plus d'armes, il y aura moins de victimes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de guerre, mais il y aura moins de victimes. Parce que tous les avions qu'Israël possède, ce ne sont pas des avions israéliens. F-16, c'est des avions américains, les chars, tout ça. Il faut arrêter avec cette machine de guerre. La Palestine, c'est question de justice. Aujourd'hui, Israël ne veut pas les Palestiniens. Mais en même temps, il ne faut pas assumer les Palestiniens qui sont présents sur le territoire. Il y en a combien? Alors, il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent en Israël, qui ont la nationalité israélienne. Israël les considère des citoyens de seconde zone, parce qu'ils ne sont pas juifs. Parce que l'État maintenant, le Knesset, le Parlement, a voté il y a 2 ans que c'était un État juif. On fait ça dans un pays où 30% des citoyens ne sont pas juifs. C'est une discrimination. Surtout que c'est démodé maintenant, ces pays où on s'enferme. Aujourd'hui, le monde est divers. 30% des citoyens qui ne vont pas avoir les mêmes droits. Quel État il va être? Quel État de haine? Moi, quand je vois ce qui se passe en Israël, les gens se détestent. Les Russes qui détestent les Séfarades, les Ashkénazes. C'est quoi cette société de haine? Et les 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie, les 2 millions à Gaza, Israël ne veut pas qu'ils aient leur propre État, mais Israël ne veut pas qu'ils restent. Ça veut dire qu'il ne veut pas les inclure dans un seul État. Donc ils sont contre les 2 États, mais ils sont contre un seul État. Et qu'est-ce qu'ils veulent?
Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est vrai que c'est un vrai problème. Moi, je m'imagine président de la Palestine. D'abord, j'ai aucun moyen d'agir, mais je leur propose 2 États, ils ne veulent pas. Un État, ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire, est-ce qu'Israël veut expulser 5 millions de personnes? Est-ce qu'ils imaginent que c'est faisable? Dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, c'est faisable. Moi, j'y croyais pas. Je disais, jamais ça arrivera. On a eu 3 massacres à Gaza. J'ai vu la Syrie, j'ai vu le Yémen, j'ai vu la Libye. Je pense que ça peut très bien marcher. Aujourd'hui, d'expulser 5 millions de personnes, de tuer des millions de personnes. Aujourd'hui, les gens sont OK. On est vraiment résignés. On ne croit plus à rien. C'est pour ça, pour finir, il faut... Vous savez quand est-ce qu'on perd un combat? C'est quand on perd l'espoir. Si on ne croit plus en ce monde, ça veut dire qu'on a perdu déjà. Donc il faut continuer à y croire. Il ne faut jamais donner raison à la Palestine. Il faut donner raison à la justice. Si les Palestiniens ils ont tort, il faut le dire. Parce que l'humain, il est capable de tout. Il faut le dire. Il faut être juste. Si on n'a pas la force d'arrêter le mal, qu'on ne soit pas complice, qu'on ne donne pas d'armes, qu'on ne participe pas. Je ne vous demande pas de défendre un pays étranger, mais je vous demande de ne pas donner d'armes, de ne pas donner d'argent à quelqu'un qui est en train de tuer quelqu'un d'autre, parce que vous êtes complice. Complice. Vous savez, chez nous, dans notre civilisation, on dit celui qui voit le mal, qu'il le change par la main. S'il ne peut pas, par la parole. S'il ne peut pas, par le cœur, et c'est le plus faible. Moi, je vous demande d'être les plus faibles, par le cœur, de s'indigner, de ne pas accepter ce monde, ne pas accepter ce fait accompli. Si demain, aujourd'hui, on accepte qu'il n'y ait plus d'État palestinien et qu'on expulse encore 5 millions de personnes, ça veut dire le fait accompli a marché et demain, vous avez dans le monde toutes ces dictatures. On en a en Europe aussi. On en a. Tous ces gens-là, ils vont créer des faits accomplis et ça va être la jungle, ça va être la loi du plus fort. Et ça, on n'en veut plus de ça. Après la Shoah, 6 millions de Juifs gazés, massacrés. Les gens, ils ont fermé les yeux pendant la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de victimes. Après cette expérience, on a dit plus jamais ça. Plus jamais ça dans le monde. Mais malheureusement, tous les gens, on voit des choses. On voit des choses. Qu'est-ce qu'on a fait? Je pense qu'on a échoué. Le monde a échoué. Les Arabes, l'Europe, on a tous échoué d'avoir une vraie culture de la paix. Ça veut dire, moi, si un jour mon pays va en guerre, j'imagine que j'étais en autre situation, moi, j'y vais pas. Parce que André Malraux disait, la vie ne vaut rien. C'est vrai, parce qu'on peut mourir à chaque instant. La vie s'en va parfois comme ça. On perd ses enfants. La vie ne vaut rien, il disait, mais rien ne vaut une vie. Rien ne vaut... Si on n'arrive pas à sauver une vie, alors au moins qu'on ne soit pas complice. S'indigner, c'est ce que disait Stéphane Hessel. Indignez-vous. La justice, il faut qu'on l'apprenne à nos enfants. Il faut qu'on leur dise. Moi, quand je vois des gens en France aujourd'hui, des jeunes antisémites, je suis choqué. Alors, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait les Juifs? Je me vois le Palestinien, je me mets à défendre les Juifs. Genre, mais vous avez jamais vu de Juifs? L'antisémitisme, la discrimination, les gens qui disent les musulmans, les noirs, tout ça c'est dangereux parce qu'on sème des graines de haine et ça c'est dangereux. Moi je pense que l'échec dans le monde arabe, c'est que quand ces guerres ont éclaté, les gens étaient déjà préparés à se tuer les uns les autres. C'est ça le problème. Si on avait des gens qui étaient heureux, qui étaient bien, qui étaient dignes, même s'il y a la guerre, ils ne vont pas s'entretuer. C'est ça la force intérieure qu'il faut avoir. C'est ça une vraie culture de la paix. Comme moi, en tant qu'être humain, j'aimerais pas être tué, mais je refuse d'abord de tuer. Je refuse de tuer. Je veux pas. Je veux pas aller à l'armée. Je veux pas faire ça. Je veux pas porter d'armes. Parce que moi, je tue. À chaque fois qu'il y a un mort, c'est le monde entier qui perd. Parce que les gens après veulent se venger et on n'en finit pas. Je regardais la colonisation aujourd'hui. 60 ans après, il y a encore la haine, la vengeance, tout ça. Pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi nos écoles, la culture, pourquoi on n'a pas réussi? On nous a donné l'argent. L'argent, on nous parle toujours de l'argent. Et on voit qu'on a même des sociétés riches, fabriquent des armes, et on est complice, on participe à des armes. Pourquoi? Parce qu'il faut une vraie culture de la paix. Il faut aller voir les gens qui ont perdu leurs enfants. Il faut leur parler, ces gens-là. Ils existent. Il faut aller, et pour savoir ce que c'est la douleur, il faut parler à des pères qui ont perdu leurs enfants tués à Paris. Il ne faut pas aller loin, il faut aller à Paris voir les gens qui... Voilà, ce que c'est perdre un enfant.
Et là, on se rend compte qu'on a échoué quelque part. On a échoué. On ne peut pas accepter. Regardez l'Europe à cause des réfugiés qui arrivent. On a peur, ils vont changer notre culture, ils vont manger notre pain, tout ça. Mais on peut refuser d'accueillir si on ne veut pas. Mais qu'on n'incite pas à la haine. C'est ça ce qui est grave. Alors tous les professeurs, tous les journalistes, tous les gens qui ont la parole, parce que Albert Camus disait, donnez la parole à ceux qui ne l'ont pas. Vous savez, quand on a la parole, on n'est pas violent. On est violent quand on n'a pas les mots. Quand on ne sait pas parler, on écrit. On se bat, on tape. Il faut donner la parole aux gens. Il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'on s'écoute. Vous allez voir que la mère israélienne qui perd son fils, c'est la même douleur qu'une mère palestinienne qui perd son fils. Moi, je ne veux pas qu'on me dise, oui, mais Dieu... Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus de société triste, parce que l'homme, quand il est triste, quand il est malheureux, il est incapable de donner du bonheur, de contribuer à la société. Et pourquoi on est malheureux? Parce qu'on se sent impuissant. Donc on essaye de faire, en commençant par être un bon citoyen dans la société. Si on ne veut pas aider, mais qu'on n'incite pas à la haine. Parce que vous, en Europe, vous avez de la chance. Moi, quand je vais partout, les gens disent, mais c'est un pays pauvre, hein, en Europe. Je dis, mais quand on a la terre, on n'est pas pauvre, on peut manger. Vous avez la force, vous avez la vie c'est un cadeau. Donc si c'est une responsabilité. On est responsable. On ne peut pas être, oui, mais je ne comprends rien. Mais on est responsable. On peut tous faire. On peut tous faire. Il faut renoncer au mal, condamner le mal. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude avec la guerre, voilà, il y a des gens qui meurent. Mais il faut toujours se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on agisse. Cette société, aujourd'hui, regardez, en Europe, on est touché. On a toujours cru qu'on était sur un bon nuage, que voilà, les problèmes dans le monde. Aujourd'hui, les réfugiés dans le métro. Dans le métro, à Paris. Vous imaginez des gens qui ont marché, qui ont traversé des continents de la Syrie à pied, je les ai rencontrés. Marcher comme ça. Après, on dit, pourquoi ils viennent chez nous? Toutes les armes aujourd'hui dans ces pays sont des armes fabriquées en Occident. Et après, on dit, les jeunes n'aiment pas l'Occident. Mais il faut qu'on arrête de travailler les uns contre les autres, l'Orient, l'Occident. Moi, je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus que dans le monde arabe, qu'on me dise, mais l'Occident, c'est le mal. Je leur dis, mais ce n'est pas le mal, ce sont mes voisins, mes amis, ils sont occidentaux. Ils veulent faire, mais parfois, le marché des armes, tout ça. Et pareil, je ne supporte pas qu'on dise, oui, mais les gens de l'autre côté de la Méditerranée. Si on travaille ensemble, cette région va être la plus belle région au monde. On est tellement voisins, quand vous regardez la carte. Regardez, les gens aujourd'hui traversent la Méditerranée sur des barques. Donc il faut qu'on travaille avec ces gens-là. Il faut socialement, et l'éducation. L'éducation, la culture. Les armes vont tuer quelqu'un, mais vous savez qu'un jour, un de vos enfants sera tué par vengeance. Pardonner, c'est important. Vous savez, Dieu dit, en islam, il demande à l'homme de pardonner. Donc l'homme, il dit, pourquoi je pardonnerai? Et Dieu lui dit, parce que moi, Dieu, je pardonne. Donc toi, l'humain, comment tu peux pas pardonner? Il faut pardonner, il faut qu'on tourne la page de cette violence. Un État palestinien est possible, c'est possible. La communauté internationale doit agir. Les intérêts économiques, c'est pour aujourd'hui, mais demain, c'est la guerre. C'est là partout dans le monde, c'est la guerre, c'est la violence. Vous ne voulez pas de cette société, moi non plus. C'est pour ça qu'il faut croire, il faut garder cet espoir, il faut agir pour la justice. La justice, la justice. Merci. Merci. Je ne sais pas si celui-là, s'il marche. Si? Oui, bois un coup, oui. C'est de l'eau potable? Bon. Je ne sais pas ce qu'il a ce truc. Non, mais je vais passer dans la salle. Bon, en tout cas, je me fais l'interprète de tout le monde pour remercier Amir Hassan pour ce témoignage à la fois terrible et qui, bien sûr, ici, on est tous, je crois, convaincus de ce qu'il vient de dire par rapport à la question des armes et la question de la guerre.
Bon, mais on peut. C'est vrai que c'est. Je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas regardé l'heure. 8 heures. 8 heures, oui. 8 heures. Donc on va faire un peu court, peut-être au niveau. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'aurais voulu lui poser la question par rapport à la réconciliation, puisqu'on parle beaucoup de la réconciliation Hamas-Fatah, c'est dans l'actualité. On a reçu des messages de Gaza par rapport à ça. Bon, voilà, je propose que, peut-être assez vite, bien que le sujet soit un peu difficile, on parle de ça. Pendant ce temps, j'essaye de... Et puis on se donne un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, parce qu'il est déjà 8h10, on essaie de terminer à 8h30. Alors, je dirais un mot rapide sur la réconciliation. Ça, c'est autre chose. J'ai vraiment du mal. Vas-y. Non, c'est l'écho. C'est l'écho. Attends, j'enlève l'écho. Voilà, vas-y. Vous savez que quand le Hamas a gagné les élections en 2006, il a formé un gouvernement. Le Fatah a refusé de participer à ce gouvernement. Il a eu quelques problèmes entre les deux parties, ils se sont tirés dessus. Il a eu même quelques morts. C'est le micro. Il marche. Pardon, c'est pas moi. Alors, et le Hamas avait pris le pouvoir à Gaza, et c'était en 2007, et depuis 2007, l'autorité palestinienne n'était pas présente à Gaza. Il y avait un gouvernement du Fatah en Cisjordanie, un gouvernement du Hamas à Gaza. Pendant 11 ans, Gaza donc, était sans l'autorité palestinienne avec ces conditions que j'ai décrites. Ils ont essayé plusieurs fois, les deux parties, de se retrouver en Égypte, au Qatar, pour se réconcilier, parce que c'était une grande division qui a beaucoup marqué la société palestinienne. Parce que quand on rencontrait quelqu'un, même en Europe, il nous disait « Mais vous êtes du Fatah ou du Hamas ?» On est devenus vraiment des adversaires. Et je disais toujours que les pauvres gens comme moi, qui n'avaient pas de parti, on était mal considérés partout, parce qu'on n'est ni Fatah ni Hamas. Et les gens ne croient pas là-bas. On leur dit « Mais j'ai pas de parti politique », parce que les gens sont très politisés dans les armées, dans les partis. Alors maintenant, on a appris la semaine dernière que les deux partis ont réussi à se réconcilier sous le haut parrainage de l'Égypte. C'est une excellente nouvelle. C'est la plus belle nouvelle que j'ai entendue depuis 11 ans, parce que cette nouvelle va permettre de changer cette situation à Gaza si Israël n'insiste pas pour garder le blocus, parce qu'Israël dit le blocus, c'est parce qu'il y a un gouvernement du Hamas. Alors le Hamas a quitté le pouvoir. Maintenant, c'est le gouvernement national qui est sur place. Normalement, ils doivent réouvrir les frontières avec l'Égypte et réparer, faire entrer l'électricité à Gaza, l'eau. On espère, mais pour le moment, il y a du côté israélien, on a un gouvernement israélien qui est très extrémiste, malheureusement, qui croit pas encore à cette solution de la paix. Vous connaissez peut-être Eyal Sevan, c'est un réalisateur israélien qui habite en France, francophone. Un jour, je lui ai dit, mais un jour, les Israéliens voudront la paix. Et il m'a dit, est-ce que tu connais beaucoup de gens riches qui te disent, on a trop d'argent, on aimerait le donner aux pauvres? J'ai pas compris ce que vous voulez. Mais je veux dire, pour le moment, les Israéliens, ils considèrent que la paix, ça leur rapporte rien. Alors c'est faux. Parce qu'Israël ne pourra pas survivre sans la paix. La société israélienne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est très dangereux ce qui se passe même pour la société israélienne. Donc j'espère qu'un jour ils vont comprendre. Mais le gouvernement actuel, ça, il ne comprend pas. Netanyahou, c'est lui qui a fait en sorte que les accords d'Oslo de la paix ne fonctionnent pas. Donc j'espère qu'un jour, il y aura de l'autre côté en Israël des initiatives, des gens qui croient à cette solution pacifique. Alors, à qui le micro, il marche. Qui le veut? On a un quart d'heure. Les femmes, vas-y, non, il y a quelques jours, les femmes ont fait une grande manifestation pour la paix. Les femmes israéliennes, tout le monde s'est réuni et vraiment, je ne sais pas combien elles étaient, mais c'était incroyable. Hein. Et la télévision, elle a quand même transmis les images. Oui, ça c'est une bonne chose parce que... Ça viendra peut-être par les femmes. Y a-t-il des questions? La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en France, par rapport à ça pour aider? Ce qu'on peut faire, c'est une... Oui, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est d'informer, c'est de suivre, de se tenir. Si on peut faire, ce qui est très important, c'est de faire des liens
avec les villes palestiniennes, parce qu'on essaie d'effacer cet État. Il faut faire des liens avec cet État, il faut faire des visites, il faut essayer de faire du jumelage, il faut aller sur place. Et ça, c'est très important. Et par garder le lien avec les Palestiniens et aussi, comment dire, informer le public, dire haut et fort que oui, pour la paix au Proche-Orient, il faut une solution. Parce que soit deux États, soit un État, mais il faut une solution. Et que c'est toute cette génération gâchée, des vies comme ça perdues, ça ne peut pas durer. Peut-être les grands médias, oui, parce qu'ils sont démodés, classiques, mais aujourd'hui, heureusement, grâce à l'Internet, aux réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe. Et ça a beaucoup contribué au changement de l'opinion publique en Europe, dans le monde, parce que aujourd'hui, ils voient les images, les gens, ils ne voyaient pas ça avant. C'était les grands médias, mais quand même, il faut pas toujours. C'est vrai que parfois les patrons des médias, mais ça c'est dans le monde entier, c'est des médias, il y a de l'argent, il y a des patrons qui ont des intérêts économiques, tout ça, mais ça c'est partout dans le monde entier. Et c'est vrai. Oui, mais je pense que les citoyens peuvent faire en sorte que la Palestine existe via des initiatives culturelles, des conférences. C'est ce qui amène les médias quand on fait un festival du cinéma. Il faut donner aussi, il faut montrer la culture palestinienne. On peut pas dire aux médias pourquoi vous parlez pas de la Palestine. C'est-à-dire, j'ai pas de solution miracle, mais je pense que si on fait des initiatives et on essaie de s'informer, c'est un jour ou un autre, voilà, ça va marcher. C'est vrai. Quand il y a des centaines de Palestiniens qui meurent, on n'en parle pratiquement pas. Oui, mais ça c'est aussi une faiblesse de la part des Palestiniens qui n'ont pas réussi à faire comment dire, un service de communication comme le service de communication israélien. Mais c'est vrai que les médias, c'est-à-dire si je vois un peu les patrons des médias, c'est vrai qu'il y en a maintenant qui ont des chaînes en Israël, tout ça. Oui, je sais qu'il y a un vrai problème de neutralité, en tout cas, dans ce conflit. Mais pas tous les médias. Moi, j'aime pas attaquer les médias parce que ça fait partie de la théorie du complot que je déteste, que c'est toujours Coca-Cola, les États-Unis. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème, mais pas tous. Par rapport aux médias, qu'est-ce que vous pensez? Il y a un Presse TV iranien. Presse TV iranien, c'est possible de regarder en français. Ça, il parle souvent de Gaza et tout ça. Il y a quand même beaucoup différents, très différents que le média français, le média américain, tout ça. Moi, je regarde souvent. C'est très facile à accéder sur Internet. Vous tapez juste Presse TV et puis après RT et reçu aussi. Qu'est-ce que vous pensez de Presse TV, les informations qui viennent de ça? Moi, je regarde pas, je connais pas la télé. C'est pas la télé, c'est Internet, c'est sur Internet. Je ne connais pas. Mais c'est bien s'il parle de Gaza. Oui, il parle. Iran, parce que quand même, c'est un pays qui aide beaucoup de Palestine, je pense. Ils ne sont pas sur la même ligne politique qu'Israël, ça c'est sûr, oui. Bah oui. Ouais. C'est pas pour dénoncer, mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de gouvernements qui soutiennent l'Israël, qui se mettent à genoux devant l'Israël, qui donnent des armes à l'Israël. Je veux dire, voilà pourquoi on ne parle pas des problèmes de la Palestine. C'est parce qu'on est à genoux devant l'Israël. Moi, ça me pose pas de problème ces gouvernements parce que c'est des gouvernements passagers dans le sens où la population aujourd'hui en Europe, l'opinion publique
je parle des gens, la société civile a compris ce qui se passe en Palestine et elle est pro-palestinienne. Donc que le gouvernement n'ait pas la même ligne politique que ce que pensent ses propres citoyens, ça veut dire qu'il ne va pas rester longtemps au pouvoir. Hein. Donc ils ont des intérêts, ils ont des usines à faire marcher, ils ont des promesses pour des entreprises d'armement, mais ça ne va pas durer. Hein. Le monde de demain ne sera pas celui-là, c'est sûr, parce que la population, la société civile en France, c'est une vraie richesse. Hein. C'est vrai, et en Europe, aujourd'hui, les gens... Donc, vous savez, parfois, pour parler de la Palestine, les gens me corrigent les dates, me corrigent les événements. Il y a une vraie prise de conscience dans tous les domaines, l'écologie, la politique, tout ça. Et c'est ce qui me donne de l'espoir. Que le gouvernement soit encore démodé, archaïque, ça veut dire qu'il ne va pas rester longtemps. Je rappelle que ce sont les gens qui votent aussi. Donc, voilà, et le gouvernement est formé d'après le vote du Parlement. Et la politique, c'est important. Vous savez, la politique, c'est important parce qu'il y a des gens qui disent « Mais moi, la politique, c'est pas mon truc. » C'est ta vie qui est en jeu. La politique, c'est important. C'est l'avenir de vos enfants, de vous. Quand on dit si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à vous. La politique, c'est important. Si vous laissez faire, c'est toujours les pires qui arrivent. Partout. Mais on a vu ça dans le monde arabe. Donc aujourd'hui, heureusement, vous avez vu avec les révolutions. Il y avait des dictatures dans le monde arabe. Et les gens disaient, mais les Arabes n'avaient pas de culture politique. Et pourtant, on a vu en 2010, 2011, la seule région au monde où il y a les révolutions par les jeunes. Moi, je les admire, ces jeunes, parce que moi, je n'ai pas leur courage à aller défiler contre la police en Égypte, en Tunisie. C'est des gens qui sont courageux. Et c'est ça la prise de conscience de la société civile qui donne de l'espoir, vraiment. Moi, je voudrais savoir si en Palestine, à Gaza ou en Palestine, en Cisjordanie, les gens savent qu'il y a le BDS, le boycott, si ça les encourage, s'ils sont contents de savoir ça. Et ce que vous en pensez, vous, s'il faut multiplier les actions au niveau du BDS, si c'est, enfin voilà, si ça a une efficacité psychologique, parce que financière non, mais psychologique sur Israël réellement, enfin ce que vous percevez là-dessus. Le mouvement a été fondé par des Palestiniens, mais moi, vous savez, je vais vous décevoir, décevoir parce que je vais vous dire la vérité, ma vérité. Moi, je suis étranger en France. Et la France, considère que c'est illégal d'appeler au boycott d'Israël. Donc, on passe au tribunal. Alors, non, c'est pas illégal. Il y a des jugements qui ont effectivement condamné. Il y a un circulaire. Il y a aussi des jugements. Mais c'est une circulaire, c'est pas une loi. C'est une circulaire d'Abbé Omari qui remonte à 8 ans ou 9 ans et qui n'a jamais été retirée par ses successeurs qui devaient le faire, qui ont été les ministres de la Justice de François Hollande, qui devaient le faire, qui ne l'ont jamais fait. Alors c'est vrai qu'elle existe toujours, parce que même ici, nous, on a été inquiétés. Oui. Pardon. Nous aussi, on a été inquiétés, comme beaucoup d'autres militants qui ont appelé au BDS. Donc, peut-être qu'en tant que quelqu'un qui n'est pas français, tu ne peux pas te prononcer là-dessus. Mais pour nous, c'est extrêmement important de non seulement continuer, mais de renforcer le boycott d'Israël. Bon, en tant qu'étranger, je ne peux pas m'en prononcer sur ce sujet. Non, je peux pas le dire. Oui, si j'étais français, oui, mais en tant qu'étranger, je peux pas le faire. C'est juste un témoignage. Tout à l'heure, vous avez parlé des terroristes, et quand j'étais enfant, pendant la guerre, il y avait un monsieur monsieur Philippe Henriot, qui chaque jour faisait une chronique qui parlait des terroristes, qu'on a appelés après la guerre des résistants. Jean Moulin était terroriste et tous ces gens-là étaient terroristes, même Stéphane Hessel. C'est pour ça comment dire, les mots parfois changent. Et c'est une lutte légitime. Les gens ne luttent pas pour conquérir un autre pays, ils luttent pour leurs propres droits. Et je pense que dans la ville, il faut toujours lutter pour la justice, c'est important. Je peux dire juste une chose. C'est vrai que d'Israël, ils font des choses vraiment horribles. Mais ce n'est pas qu'Israël, c'est ça, il faut comprendre. Le gouvernement français, c'est pas que la France partout en Europe,
surtout aux États-Unis. Ils sont tous ensemble. Moi, je vois plutôt Israël, c'est représentatif. Ils sont de front line, comme on dit. Mais si on attaque que l'Israël, c'est pas c'est en fait tous les politiques, tous qui sont ensemble. Moi, je pense d'abord qu'il faut attaquer aucun pays. Il faut dénoncer une politique d'un gouvernement parce que on dénonce pas les Israéliens, on dénonce la politique du gouvernement israélien qui a des conséquences graves sur toute la région et aussi sur le futur même de la société israélienne. Donc c'est ça ce qu'il faut. Il faut qu'on dénonce n'importe quelle politique. C'est vrai que la politique israélienne est encouragée par les États-Unis et par certains pays malheureusement, et on leur donne des armes, on les soutient. Et hier, avant-hier, les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO à la demande d'Israël. Et je trouve que c'est grave parce que pour moi, la seule organisation de l'ONU qui fait quelque chose du bien, c'est l'UNESCO. Avec l'UNICEF, un peu pour les enfants. Mais l'UNESCO, c'est la culture, l'éducation, les sciences. C'est une catastrophe que les États-Unis, le grand pays, se retirent de cette organisation à la demande d'Israël. C'est tout ça, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mis la ville d'Hébron en Palestine sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, de protéger de l'UNESCO. Mais c'est bien qu'on protège le patrimoine, même si c'est pas chez nous. Mais aujourd'hui, la politique aux États-Unis est un peu, voilà, vous êtes au courant de la situation. C'est vraiment compliqué. Oui, je vais poser une question pour le monsieur à côté de moi. Voilà, il demande comment les employés palestiniens, quand il y en a qui travaillent avec des employés israéliens, comment ils s'entendent, quels sont leurs rapports, quoi. C'est bien ça? Est-ce qu'il y a quel rapport il y a entre les ouvriers, je parle? Je ne parle pas des gouvernements, parlons des ouvriers. Parce que moi, je suis un syndicaliste, c'est pour ça que je pose cette question. Tu comprends? Alors j'aimerais de savoir les deux clans qui travaillent ensemble en Israël ou d'autres côtés, comment ils s'entendent, les deux parties de travailleurs, je parle. Hein. Voilà, simplement ça. Parce que je vous pose cette question, parce que, étant donné que je suis syndicaliste, ça m'intéresse énormément. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de travailleurs palestiniens qui travaillent en Israël. De temps en temps, Israël donne des permis pour des gens de la Cisjordanie pour aller travailler en Israël, mais c'est très très rare. Ça dépend les entreprises où ils travaillent. Ils n'ont pas le même droit que les travailleurs en Israël, malheureusement. Et pour aller travailler en Israël, ils se lèvent à 3 heures du matin pour faire la queue sur les checkpoints pour aller en Israël tous les jours. Donc ils passent 5 heures au checkpoint pour aller travailler. En gros, c'est très malheureux d'être travailleur palestinien en Israël parce que ils sont obligés de passer un checkpoint. Ils sont pas payés. C'est pas le même salaire. C'est une société très il y a beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas ouverts d'esprit, mais ça s'explique avec toutes les politiques depuis les accords d'Oslo des gouvernements israéliens. On leur parle que de la peur, on leur parle que des bombes, on leur parle alors que c'est Gaza qui se fait bombarder. Mais c'est vrai qu'il y a une politique de la peur en Israël. Quand je suis allé la première fois en Cisjordanie, à Jérusalem, quand vous allez les gens sont armés. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les gens se promènent tous avec les jeunes. Ils ont tous des armes. Ils portent ces armes parce que voilà, ils apprennent même ça à l'école, que les pays arabes les détestent, que les pays arabes veulent qu'ils disparaissent. Il y a une politique de la peur. Et je pense que s'il n'y avait pas la peur en Israël, il n'y aurait pas un gouvernement aujourd'hui comme celui qu'on a avec Netanyahou et Lieberman. Merci. On va peut-être arrêter là, hein, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui... Juliette, alors c'est la dernière. Pour poser une question ou autre, je veux très sincèrement vous remercier du témoignage que vous avez apporté, un témoignage que j'ai senti extrêmement sincère, lucide et honnête, qui nous a donné une image de Gaza
qui, je crois, correspond bien à la réalité. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Si vous voulez, pour finir, je vais vous lire un tout petit poème de Mahmoud Darwish, le plus grand poète palestinien. C'est lui qui avait écrit sur cette terre, il y a ce qui mérite vie, ce qui mérite la vie, en parlant de la Palestine. C'est un poème qui s'appelle « Pense aux autres ». Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Quand tu rentres à la maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas le loisir de rêver. Quand tu te libères par la métonymie, pense aux autres. Perdu le droit à la parole. Quand tu penses aux autres et lointains, pense à toi, dis-toi, que ne suis-je une bougie dans le noir. On a une poétesse palestinienne qui est décédée il y a quelques années. Quand elle est morte, ils ont mis sa poésie sur la pierre tombale. C'est juste 2 lignes. Je vais vous les lire. Il écrit « Il me suffit de mourir dans mon pays, d'y être enterré, de m'y dissoudre et m'anéantir, de ressusciter herbe sur sa terre, de ressusciter fleurs que cueillera un enfant grandi dans mon pays. Il me suffit d'être dans le giron de ma patrie, terre, herbe et fleurs. » Bon, merci encore Amir Hassan d'être venu jusqu'à nous depuis Paris. Et puis j'en profite aussi pour remercier la télé du Valier qui a filmé, qui nous a interviewés, qui ensuite a filmé toute la soirée.